Ils ont fait la une de l'actualité. Les médias les ont starifiés, voire statufiés. On ne parlait que d'eux, on ne voyait qu'eux. Et puis, du jour au lendemain, ils ont quitté l'éphémère panthéon de la gloire moderne. Les projos de l'info ont éclairé ailleurs et le public les a zappés. Aussi vite qu'ils avaient quitté l'incognito, ils sont retournés à l'anonymat. Qui étaient-ils? D'où venaient-ils? Pourquoi et comment avaient-ils acquis leur célébrité? De quelle façon, eux et leurs proches, avaient-ils vécu leur végétarien? Pour quelles raisons ont-ils disparu de l'actu? Que s'est-il passé depuis? Bref, que sont-ils devenus? Dans Tout le monde en a parlé, à travers d'abord des archives de la gloire, puis une enquête sur leur vie aujourd'hui, et enfin une interview vérité, je vais vous raconter leur histoire. Voici Tout le monde en a parlé, l'émission qui rallume la lumière. J'accueille Mouna Ayoub. Si vous étiez pauvre, est-ce que vous auriez une montre comme ça d'abord? C'est magnifique votre montre, la faites voir. Là, il y en a deux là. Ah, cachez-la. Non, cachez-la. J'en prie, ça va énerver Arlette et Olivier. Ça, franchement. Mais il y en a un pour elle, une pour elle, une tout pour se elle. passait bien jusqu'à vous rendez compte. Elle veut acheter l'extrême gauche, t'as vu? C'est 3 ans de salaire, ça. Non, 30 ans, Thierry, c'est du vrai. Ça vaut quoi? 3 ans de salaire, 4 ans de salaire, non? Bah, je peux vous dire en euros toujours. Vas-y. En euros, c'est 6 900 €. Laurent? Ça dépend des pierres. 40 000 balles, fais voir, fais voir. Non, mais Laurent. Tu veux l'hiver ou l'été? l'été. L'été. Bien. Donc, si vous étiez pauvre, vous auriez une montre comme ça quand même. Oui, mais une. Vous économiseriez pendant 10 ans pour vous acheter une montre comme ça, Mouna? Il me faut bien sûr savoir le temps. Hein. Ouais. Donc, Enlève-lui, Laurent. Je crois que tu sais. Laurent fait ça très bien. Je prends un vous savez. cutter, hein, je suis Il sur a les fait ça nerfs. dans le métro pendant des années. Merci. Ouais. Ça va, c'est sobre. J'ai eu peur que ce soit trop. Ah, tu rends la montre. Bah oui. Ah, C'est bien, Laurent. merci. C'est bien, Laurent. J'ai eu le temps de changer les brillants, j'ai mis de la pacotille, mais le temps qu'elle s'en rende compte. Tout le monde en a parlé à retrouver Mouna Ayoub à Paris, dans l'un des palaces qu'elle affectionne le plus. La femme d'affaires libanaise, amie des grands couturiers et ex-propriétaire du Fosséa, est en transit pour la journée. Rendez-vous est donné dans sa suite en compagnie de son coiffeur et de sa maquilleuse personnelle. Je la maquille à peu près depuis 10 ans. Je voyage beaucoup avec elle, dans toujours des bonnes conditions. Elle ne fait jamais de différence, on se tutoie depuis toujours. Et vraiment, c'est très agréable. Mouna, plus radieuse que jamais, profite de son passage éclair à Paris pour déjeuner avec une amie, une complice de longue date, Claudie Ossard, la productrice de cinéma à qui l'on doit notamment 37,2 le matin ou Amélie Poulain. Chérie, à ta santé. Un euro de quoi? La Mouna, je la retrouve aujourd'hui, je ne l'ai pas vue depuis 5 ans. Ça me fait extrêmement plaisir parce que c'est une personne d'une grande générosité. Je trouve qu'elle a un cœur formidable, elle aime ses amis, elle est fidèle. Et c'est quelqu'un de très touchant. Et en plus, c'est une cinéphile. Parce qu'on s'est connus en fait au festival de Deauville, tu te rappelles? Ah oui. Donc j'aime beaucoup ça chez toi aussi, c'est ce goût du cinéma. Ça, j'ai pensé. Pili, encore, elle est perdue. Mais c'était pas prévu, il n'y avait que... À bientôt, Mouna. À bientôt. Bonne Merci. journée. On a eu un déjeuner fabuleux. I know you don't want the show. But I get Bien évidemment à Paris, l'après-midi sera consacré à la mode, l'une des passions de la milliardaire. Regardez ce que Armand m'apporte de son jardin. Bonsoir Mouna. Bonsoir, nous allons rue Saint-Honoré. Ah, qu'est-ce que c'est? Si c'est de la musique techno, on n'en veut pas. S'il vous plaît. Vous proposez du jazz. Non, surtout peut-être un peu de R&B. Depuis son divorce, Mouna n'hésite plus à affirmer ses goûts, résolument branchés. Go to the studio. Mouna a ses entrées partout dans le monde. Et cet après-midi, dans cette boutique des quartiers chics de Paris, on lui présente en exclusivité un nouveau parfum. Parce que... C'est comme ça qu'on fait, non? Vous l'avez vu ce film? Ça s'appelle Le Parfum. C'est un film, autant il était très doué pour les parfums, il sentait les femmes, il reconnaissait l'odeur de la femme, il adorait ça. Mais il était doué aussi pour faire des parfums, mais il ne pouvait pas fabriquer un parfum
sans le parfum du corps d'une femme. On peut regarder les lunettes de seconde. Good. So you like them? Des grises, vous n'en avez pas. Parce que là, ça, c'est une jolie couleur parce que c'est un dégradé d'une couleur un peu vison et c'est très joli porté. Je les aime beaucoup sur vous. Et Mouna de se révéler sensible et attentionnée en faisant preuve de générosité pour son entourage. Je les offre. Mais si, tiens, prends-les. Mais prends-les. Tu as passé toute la journée debout, alors try one pair. Avec Malika, on a un compte ouvert. Hein. Merci, c'est pour cette jolie création. Attendue à l'aéroport, Mouna Ayoub nous quitte sans oublier les convenances. Merci beaucoup. Plus discrète dans les magazines, Mouna la divorcée en or pourrait bien avoir gagné en sérénité. Et maintenant, la lumière se rallume sur Mouna Ayoub. Bienvenue sur le plateau de Tout le monde en a parlé. Merci. Alors Mouna, vous êtes née le 25 février 1957 au Koweït, où votre père, entrepreneur libanais, était parti faire fortune. Votre mère était infirmière. Alors vous avez une enfance ballottée entre le désert koweïtien, où votre père dirige une société de construction, et l'internat des Sœurs de l'Ordre Antonin dans la montagne libanaise. Alors vous aviez un petit uniforme, jupe bleu marine, chasuble beige, et vous rêvez déjà en admirant les mannequins qui s'étalent sur les pages des magazines parisiens. Rêve de petite fille. Mon premier rêve. Ouais. Celui de ma mère aussi, parce qu'elle aimait beaucoup les vêtements et la couture. Ouais. C'est elle qui m'a appris à aimer les vêtements, puisque j'étais un peu garçon manqué. Ah oui. Et je jouais beaucoup avec les garçons. Ouais. Montais aux bicyclettes et je me battais beaucoup. Ouais. Pour mes sœurs qui ne savaient pas beaucoup se battre. Côté homme, votre méfiance viendra assez tôt, parce que votre mère, donc ex-infirmière qui est devenue gérante d'une supérette, est victime d'un mari volage. Et à 9 ans, vous assistez à une scène assez traumatisante quand la maîtresse de votre père s'ouvre les veines et votre mère est obligée de la soigner. J'ai entendu donc ces cris absolument horribles qui venaient de la salle de bain. Elle s'était enfermée là-bas, elle s'était ouvert les veines avec une glace. Ouais. Et je l'ai appelée. Elle est venue elle-même la soigner. Ouais. Je ne l'ai jamais oublié, mais en même temps, c'est là où j'ai compris que ma mère était une sainte. Et qu'il fallait se méfier des hommes. Alors, enfance et adolescence heureuse, qui bascule brutalement en 1975, quand vous avez 18 ans. C'est l'époque des premiers tirs de roquettes au Liban. C'est le début de la guerre. C'était un départ un peu bousculé, parce que ma mère ne voulait... J'étais la dernière à obtenir le baccalauréat français, parce que les écoles devaient absolument fermer. Je l'ai obtenu avec mention, et il fallait partir de la région chrétienne. Ah oui. Avec un chauffeur musulman. Et vous partez dans le coffre d'une Volkswagen. Oui. Alors, vous arrivez à Marseille, et là, vous inscrivez en Sciences Po à Aix, puis vous allez à Paris, et là, vous habitez dans une chambre de bonne rue Pierre Charon. Alors, la journée, vous êtes en cours à l'université de Tolbiac, et le soir, vous êtes serveuse dans un restaurant qui s'appelle Le Beyrouth, un restaurant libanais à Paris. Et là, un jour, un Saoudien de 20 ans, votre aîné, grosses lunettes, grosse moustache, tombe amoureux de vous. Je me demandais qu'est-ce qu'il faisait là tous les soirs. Ouais. Et donc je suis allée me renseigner auprès de la propriétaire, Madame Saad. Je me rappelle très bien de son nom, Raymond Saad. Et puis elle m'a dit, mais idiote, tu ne vois pas qu'il est fou amoureux de toi? À cette époque, cet homme n'est pas encore milliardaire, mais il a déjà gagné la confiance du roi Khaled en construisant un complexe hôtelier de 400 chambres près de la Mecque en un temps record, parce qu'il a fait venir tous les matériaux par avion dans la montagne saoudienne. Donc il a acquis la confiance évidemment du roi d'Arabie Saoudite, et il a le titre d'ingénieur de la cour d'Arabie Saoudite. À cette époque, il n'y avait pas encore d'ingénieurs saoudiens. Tous les ingénieurs venaient du Liban, de Palestine. Ouais, voilà. Vous avez 19 ans, il en a le double. Vous vous mariez à Londres le 1er février 1979. Et pour l'occasion, vous portez votre première robe de haute couture, tailleur blanc cassé en gui pur de Jean-Louis Scherrer. Alors là, ça y est, là.
Là, c'est un... Le rêve qui se réalise. Ma mère était avec moi, c'est elle qui l'avait choisi. C'était un mariage un peu bizarre pour nous, parce que c'était un mariage à l'ambassade avec des témoins musulmans qui étaient choisis par lui-même. Moi, je devais suivre un peu une cérémonie, signer des papiers, un texte que je comprenais à peine. Et voilà, donc j'ai suivi. Mais avant les noces, vous avez dû vous convertir à l'islam. Alors vous pensez au départ que c'est une simple formalité, mais quand vous arrivez en Arabie Saoudite, dans l'avion, avant d'atterrir, votre mari vous tend un épais voile noir et une abaya, c'est-à-dire ce long manteau noir que portent les femmes en Arabie Saoudite. Et si elles n'ont pas ce manteau, de toute façon, elles n'ont pas le droit de sortir. Voilà. Je ne pouvais pas descendre de l'avion avant de me couvrir. J'avais vu ça au Koweït avant. Mais en tant que Libanaise, je ne pensais pas que c'était une nécessité pour moi. Je pensais que c'était une nécessité pour les Saoudiennes. Et ben non. Je suis descendue pour la première fois. Il me tenait la main et j'y suis arrivée avec son aide. En plus, c'était la nuit. J'y suis arrivée. Alors, ce que vous ne savez pas à l'époque, c'est que vous allez vivre 15 ans dans cette prison de tissu. Et là, vous constatez la condition de la femme en Arabie Saoudite, c'est-à-dire combler les besoins sexuels de son mari et procréer. Et si au bout de 2 ans, la femme n'a pas d'enfant, ben, elle est répudiée. Hein, je ne savais pas non plus. Hein. Je ne savais rien de tout cela. Bah oui, quand vous prenez conscience de ça, vous qui êtes libanaise, catholique, éduquée, ça a dû quand même vous faire un choc. J'aimais mon mari, j'aimais beaucoup mon mari, donc ce choc, je l'ai vécu au départ comme un choc amoureux, vous voyez, j'aimais beaucoup, beaucoup. Alors commence votre réclusion dorée dans un palais de 30 000 m², avec des dizaines de domestiques philippins, un petit train pour aller d'un bâtiment à l'autre. Mais votre caractère extraverti se heurte sans arrêt à la loi islamique. Pas question de se promener seul dans la rue. Pas question de parler à un homme, de conduire, et même de toucher les achats. C'est-à-dire, si vous sortez la main pour toucher ce que vous allez acheter, vous avez la police religieuse qui vous donne des petits coups de bâton sur la main, quoi. Vous pouvez toucher les achats, mais il faut garder votre gant noir. Si vous enlevez votre gant noir et vous montrez votre peau, c'est à ce moment-là que la police vous bat avec un bâton. Il ne faut pas montrer votre peau. Et moi, j'ai fait l'erreur de sortir mon gant parce que je n'arrivais pas à sentir la matière. Je ne savais pas que c'était interdit. Alors, les seuls échappatoires à cette vie, c'est d'abord les croisières sur le yacht, le Princesse Mouna, 105 mètres de long, 70 hommes d'équipage, une piscine, dont une des parois est un aquarium tropical. Voilà, très bien. Et puis aussi les escapades à Paris en jet privé pour aller essayer une robe chez Dior. Les escapades à Paris pour acheter d'ailleurs une collection entière parce que ça ne servait à rien de les essayer puisque je ne pouvais pas mettre les robes. Et je ne pouvais pas même rester plus de 24 heures ou 48 heures à Paris sans lui. S'il n'était pas là, il fallait tout de suite arriver et repartir. Je pouvais voir la collection en privé et repartir. Et puis il y avait les enfants. Et c'est là que le 1er mars 1982, vous dites le pire jour de ma vie, on découvre que votre fils est atteint de la leucémie. Vous l'accompagnez à Memphis, Tennessee, aux États-Unis pour un traitement médical. Et voilà, en vous gavant de pop-corn devant MTV, en regardant Madonna, vous découvrez l'Amérique et la liberté. Je découvre une autre vie complètement différente de la nôtre, d'un pensionnat au Liban, un pensionnat saoudien, et puis voilà l'Amérique qui s'ouvre devant moi, Madonna qui se... Et c'est là que je découvre vraiment une autre vie. Là, vous avez quand même une petite aventure avec un acteur d'Hollywood. Oui. Je tombe amoureuse d'un homme qui donnait des leçons d'aérobic, parce qu'il fallait absolument faire l'aérobic, comme tout le monde, parce que c'était les années aérobiques, Et je voulais absolument partir avec lui, et je pars avec lui. Et bon, c'était vraiment pas une bonne chose. Non. Alors quand vous rentrez, évidemment,
en Arabie Saoudite, c'est terrible. Vous êtes une espèce de Madame Bovary, quoi. C'est-à-dire que vous rêvez du monde extérieur, vous prenez du Prozac, vous faites une dépression, faites une tentative de suicide, parce que la situation, évidemment, est insupportable après les États-Unis. Et ce qui est pire, c'est que quand votre mari n'est pas là, c'est votre fils qui doit signer votre autorisation de sortie du territoire. Absolument. Ouais. Parce que je n'ai pas de père qui vit en Arabie Saoudite. Je n'ai pas de tuteur. Ouais. C'est mon seul tuteur, c'est mon fils. C'est fou. Alors, heureusement, paradoxalement, l'islam n'interdit pas le commerce aux femmes. Tout est interdit, sauf ça. Alors, vous pensez d'abord à faire un centre de remise en forme, un peu pour devenir la Jane Fonda de l'Arabie Saoudite. Et finalement, vous décidez de revendre ce que votre mari vous rapporte de ses voyages en Occident. Des télévisions, des frigidaires, des ordinateurs, des bijoux. Vous créez dans votre garage une espèce de caverne d'Ali Baba où vous vendez aux gens des produits de l'Occident. Voilà. Vous gagnez plein d'argent en faisant ça. Oui, beaucoup. Ouais. J'ouvre un compte en banque, dans une banque qui se trouvait au quartier diplomatique. Et je commence à faire du commerce personnel. Ouais. Et on appelle ça du garage sale en Amérique. Je mettais tout l'argent et j'ai fait une fortune de cette manière. Oui, parce qu'après, vous placez l'argent, évidemment, à la bourse, dans l'immobilier, et voilà. Dès que Coca-Cola a ouvert, par exemple, une usine là-bas, j'ai placé beaucoup d'argent dans les actions de Coca-Cola. Ben voilà. Je les ai revendues après, j'ai fait énormément d'argent. Ben Beaucoup de bénéfices. Les gens ne comprennent pas ça, mais... Voilà, alors les là, hommes surtout. c'est très schizophrénique parce que quand vous êtes en Occident, vous avez une vie mondaine, vous fréquentez des chanteurs, des acteurs, beaucoup de créateurs de mode, vous êtes fasciné par la mode. Et puis voilà, puis quand vous êtes là-bas, évidemment, c'est beaucoup moins drôle. Alors votre mari, à un moment, en a marre. Il est lassé par vos frasques, il vous répudie. Alors, on va pas faire tous les divorces, parce que vous vous remettez ensemble, un jour vous vous retrouvez pour une nuit, ça, une nuit d'amour, enfin, voilà, vous aimiez beaucoup tous les deux, en fait. S'il n'y avait pas eu l'Arabie Saoudite, peut-être que vous serez toujours mariés avec lui. Oui, oui, c'est vrai. C'est sûr. Et 3 divorces plus tard, vous vous séparez définitivement, et il vous laisse une fortune aussi. Donc, ce que vous avez gagné, vous, plus ce qu'il vous laisse, vous vous retrouvez à la tête de pas mal d'argent. Alors, votre premier coup d'éclat après, c'est de racheter le Fosséa. Eh oui. Et voilà. Alors là, ça, quand même, ça coûte pas mal d'argent à racheter, à rénover. Et vous vendez le Star of Africa, le plus gros diamant jaune du monde. Oui. Alors, ça vous aide, évidemment. Bien sûr. Alors même si Bernard Tapie a dit la différence entre Mouna Ayoub et moi, c'est que moi, j'ai rendu le Fosséa célèbre et elle, c'est le Fosséa qui l'a rendu célèbre. Vous en foutez, en fait, vous devenez une star, vous êtes invité dans les talk-shows à télévision, vous êtes femme d'affaires, vous êtes mécène de la haute couture, une espèce de reine de la jet set, à ce moment-là. Ça a été assez rapide, votre célébrité, finalement. Très, très célèbre, mais ça ne m'a pas changé. Je suis restée la même personne. D'ailleurs, ça a étonné beaucoup de personnes autour de moi. Alors, quelles ont été les réactions de votre entourage, vos parents, par exemple, quand vous êtes devenue une reine du tout Paris? Comment ils ont réagi? Bon, ma sœur aînée n'aime pas du tout ça. Ouais. Elle n'aime pas du tout ça. Elle me dit, tu t'exposes trop, tu parles trop, il faudrait que tu te calmes un peu. Les enfants, c'est comme ils ne vivent pas en France, ça les affecte pas trop. Je suis quand même restée la maman qu'ils ont connue depuis qu'ils étaient petits. Donc même si, quand je viens un peu en France, je m'occupe du Fosséa, je m'occupe d'eux. Donc ils n'ont pas tellement connu la différence. Donc j'ai toujours vécu cette double vie, vous savez. Je me demande si j'ai pas deux personnalités en moi. Vous êtes un peu schizophrène, oui. Alors, vos relations avec les médias ont été plutôt bonnes, hein Toujours bonnes. Toujours été un peu la chouchoute des médias. Oui, j'avais dit un jour, je préfère parler à un journaliste qu'à un psychiatre parce que ça ne coûte aucun sou. Absolument, c'est le même résultat. Sur le plan amoureux, vous êtes très jolie, vous aviez beaucoup d'argent. Ça a dû attirer beaucoup de garçons quand même, non? Oui. Oui. La vérité. La vérité. La vérité, oui. Quel a été le meilleur moment de toute cette époque, Mouna? Quand on m'a annoncé que mon fils est guéri. Ah oui. Qu'il est guéri. Et le pire moment? Quand on m'a annoncé qu'il était malade. Aujourd'hui, vous êtes nostalgique de cette époque où on vous voyait partout, vous étiez très mondaine? Non. Non. Du tout. Si c'était à refaire votre vie, qu'est-ce que vous ne referiez pas pareil?
Je n'ai rien à changer sauf ne pas sortir avec Dédé. Le propriétaire d'hôtel. Oui. D'accord. Mais pourquoi vous regrettez? Ça s'est mal passé? Ben, c'était vraiment une perte de temps que j'aurais pu investir dans d'autres choses beaucoup plus positives. Une affaire de charité, par exemple. Et du temps que j'aurais pu investir dans mes enfants. Donc c'est tout ce que vous regrettez, en fait, de toute votre vie? Je pense que oui. Oui, comme les petits Mouna, j'espère que ce sera le plus tard possible, mais le jour où vous allez mourir, qu'est-ce que vous voulez qu'on écrive sur votre tombe? Pour mes enfants que j'aime, rappelez-vous de moi. Je vous ai beaucoup aimé plus que tout au monde. J'étais très heureux de rallumer la lumière sur vous, Mouna. J'étais très heureuse de vous revoir, Thierry. Eh oui. Et maintenant, j'accueille Philippe Corti. Tú eres mi vida, la fortuna del destino. El destino te desaparado. Lo mismo ya callé, lo mismo soy yo. No te encuentro lavando. Tout le monde en a parlé à retrouver Philippe Corti dans le sud de la France où il vit. À 50 ans passés, il est toujours DJ. Et ce soir, il anime une soirée aux portes de la Camargue. Première étape, aller chercher sa tenue de scène. C'est les tributes de la soirée de ce soir. Parce qu'ils vont tous arriver comme ça. En rouge. En rouge, puisque ça s'appelle la rouge. Et chaque tribu, chaque bus a son t-shirt, a ce logoté, quoi. Mais moi, alors? Si, j'ai mis... Ouais. Il est tranquille, hein. Joli. Ah oui, c'est beau. Avec derrière... Voilà. Monsieur Corti. Tu vois, moi tout seul, je suis une tribu, tu vois. Merci à toi. La journée va maintenant prendre une allure de marathon. Dans la vodka. Voilà, ce soir. Avant les répétitions, Philippe Corti fait un léger détour par un autre village pour assister à un événement typiquement camarguais. Là, nous arrivons à Gradura. C'est un petit village de pêcheurs. Malgré sa célébrité, Philippe Corti est resté proche de son public et accepte de mixer juste pour les copains. Ce qui n'est pas très simple à gérer de temps en temps. J'ai quelqu'un qui me tire à droite et l'autre à gauche. Mais en fait, au bout du compte, le tout, c'est d'avoir un caractère. Je t'aimerai toujours. Et le folklore local, il adore. Alors là, on est sur la plage du Boucanet. Et là, aujourd'hui, c'est la fête des manades. C'est le début. Si tu veux, tous les jeunes taureaux, tous les taureaux qui vont être présentés aux arènes vont passer là sur la plage. Et le jeu, ils sont encerclés dans des chevaux par des gardiens. Et le jeu, c'est que les gens qui sont au milieu doivent essayer de les sortir. Mais la passion de Philippe, c'est la fiesta. Et côté ambiance, il participe toujours activement. À l'heure de faire tourner les serviettes, Philippe Corti, lui, fait tourner les platines, avec au menu de ce mix improvisé, du rétro et du kitsch, du Corti, quoi. Plus l'habitude de ça. T'imagines tout en vinyle. Comment tu veux aimer les rave parties? Regarde. Super. Que tu souris. La baraka. Moi je garde l'étiquette. La baraka, c'est rien que toi et rien que moi dans l'existence. Le fait que j'existe toujours. Parce qu'il y a un retour vers ça. Les années 80, les années 90. C'est un peu le moment où j'ai brillé. Je brille encore, mais j'ai pas l'impression d'avoir arrêté mon métier. Corti, c'est un peu Mister Camargue.
Corti, celui qui a créé la fête, la chou, et celui qui a révélé un petit peu cette musique festive qu'on avait besoin dans le Sud. Corti, c'est lié à la fête. C'est la bouline, c'est la fête, c'est quand même quelqu'un qui a su amener le Sud dans le Nord. On remet un peu de carburant dans le moteur et la journée continue. On n'est pas rentré. Direction le 7 du soir et malgré ses 25 ans de métier, Philippe sent encore la tension monter. Je suis un petit peu angoissé au fait que je revienne jouer dans ma région. Donc quand tu vas ailleurs, tu leur amènes quelque chose, tu leur amènes un peu de soleil. Ici, ils sont blasés. Ils ont la mer pas loin, ils pensent qu'ils ont tout vu, même s'ils n'ont rien vu. Mais... Alors, c'est quoi les secrets d'une bonne soirée? Donc notre métier à nous, c'est de trouver une programmation qui fait qu'on est différent des autres. C'est pas le mix qui fait notre différence. C'est ce que tu mets dans le mix. Voilà. Qu'il soit à Ibiza, Paris ou en Camargue, Corti ajuste ses platines. Le personnage, voilà, il a une identité un peu forte, une personnalité forte, donc voilà quoi. C'est certain que c'est pas quelqu'un de commun. Il est imprévisible parce que c'est quelqu'un qui déborde tellement d'énergie et d'idées qu'il peut tout nous faire changer jusqu'au dernier moment. Le DJ passe ses troupes en revue, tout est calé pour la soirée. Bon, allez, ça va le faire. 20h, c'est le début des festivités. La presse locale a rendez-vous avec l'enfant prodige du pays. À l'heure des Guetta et autres Martin Solveig, Monsieur Corti, le premier DJ star français, est toujours là, et la preuve. Et maintenant, la lumière se rallume sur Monsieur Philippe Corti. Philippe, bienvenue sur le plateau de Tout le monde a parlé. Oh là là. Alors Philippe, vous êtes né le 5 octobre 1958 à 14h30 à Millau. Père corse, mère pied noir, tous les deux instituteurs. Alors enfance de rêve dans un village cévenol. Le seul problème, c'est le ceinturon. C'est quand vous avez fait une connerie, votre père, dans le treillis offert par son cousin César, militaire de carrière, vous donne des cours de salsa avec le ceinturon. Oui. Ben, en même temps, c'était l'époque où on avait le droit un peu de fesser les gamins quand ils exagéraient, quoi. Donc, ça m'a plutôt pas trop mal réussi. Puis j'ai pas de rancœur sur ça. Au contraire. Alors, famille peu mélomane, vous dites, mon père dansait le tango avec la grâce d'un ours atteint de sciatique, et ma mère pensait que Verdi était drogué. Oui. En tous les cas, zéro chance de faire une carrière dans la musique à l'époque. Hein. J'y croyais pas du tout, non. Alors, l'été, la famille part en Corse, 7 dans la Cime Camille, jusqu'à Marseille, 300 bornes à 58 km à l'heure. Comme j'étais le fils aîné de la famille, même mes sœurs qui étaient plus vieilles que moi, elles avaient le droit, elles étaient sur le tapis de sol. Moi, j'avais le droit au siège arrière avec mon petit frère. Quand même. Oui, oui. Alors, la Corse, l'été, c'est bien parce qu'à ce moment-là, vous n'êtes plus l'élève de votre père, mais son fils, ce qui change tout. Vous chassez, vous pêchez, il vous apprend la belote, il vous apprend la pétanque. Donc, c'est un moment de communion familiale, la Corse, quoi. C'est vraiment le moment où je retrouvais mes parents, parce que instituteur à l'ancienne, donc pas le droit de l'appeler papa à l'école, ni ma mère, maman, donc j'étais un petit peu celui qui allait morfler si les autres déconnaient, parce que c'était comme ça. Et là, Paul, votre petit frère meurt, vous avez 12 ans, et à partir de là, plus rien ne sera comme avant, vos parents sont dépressifs, ils sont peut-être moins attentionnés envers les enfants qui restent, et on peut dire que la famille explose. D'abord, c'est une maladie peu connue qui est le cancer. Et les enfants atteints du cancer à cette époque-là étaient plutôt des cobayes que des... On essayait de la chimio, on essayait ci. Mais là, c'était en plus très difficile parce que les traitements étaient très lourds et les enfants déformés, Alors là, vous avez 12 ans, vous comprenez qu'il va vous falloir grandir seul. Vous trouvez rapidement votre vocation, être célèbre. Voilà, vous ne savez pas très bien comment, mais enfin, vous voulez être célèbre. Et bientôt, ça se précise, en fait. Vous voulez être DJ célèbre, évidemment. Hein. Et c'est là que vous comprenez, dès votre première sortie dans une boîte de nuit, que le centre névralgique, en fait, c'est la cabine du DJ, quoi. Tout à fait. C'est là que tout se passe. C'est le maître du monde, le DJ. C'est vrai qu'on a, en même temps, sans être un musicien, on joue des disques de groupe et on s'approprie un petit peu le succès à travers leurs disques, puisqu'on joue avec les gens et ce morceau-là. Et c'est pas du tout désagréable. Après, je l'ai fait parce que j'étais aussi un peu mégalo, j'aime bien qu'on me regarde. Donc voilà. Alors, vous finissez par avoir le bac. Vous faites la fac de droit de Nîmes, ça vous passionne pas, on peut le dire. Hein.
parce que je suis pas accroché au droit. Non. Vous faites l'armée, toujours à Nîmes? Oui. C'est pas mal? C'est pas mal, ouais. Et là, vous faites le DJ pendant le week-end, quoi. Tout à fait. Et en 1980, vous devenez DJ pro, c'est-à-dire vous commencez à vivre de votre art. Je suis le premier à travailler dans plusieurs clubs. Ouais. Avant, les DJ restaient à demeure dans un club. La collection de disques appartenait au patron dans la boîte. Ouais. Moi, j'ai toujours acheté mes disques parce que j'ai toujours voulu jouer ce que j'aimais et pas ce qu'on m'imposait. Et puis, j'ai commencé à tourner. Donc, j'ai tourné, c'était déjà un barnum parce qu'il fallait porter les vinyles, ce qui est très lourd. Et il n'y avait pas de fly case comme maintenant. Donc, c'était des malles de l'armée en fer. Donc, j'avais toujours 3 copains qui portaient la malle et moi qui baladais devant. Et en 1985, alors ça, c'est l'événement, c'est la Scatola. C'est la première boîte dont vous êtes propriétaire. C'est un petit club qui est perdu au fond d'un centre commercial sinistre, à Port-Camargue. Bien pourrave. Voilà, bien pourrave, que vous achetez pour 50 000 balles, quoi. Exactement. Mes économies. Pile poil. Et je rentre dans cet endroit, qui était d'une laideur terrible. Donc j'étais associé avec un gars qui avait mis, lui, 20 000 francs à l'époque. On casse tout. On casse tout. On peint en blanc. Et on met un bar de feria. Pas de table, pas de chaise. Un blocos. Et c'est la folie. Et c'est la folie, c'est l'état de grâce. 3 ans de fête. Oui, grave. Marraine Inès de la Fressange, parrain Christian Lacroix. Et puis un esprit Scatola, quoi. Dans la nuit rock'n'roll, celle qu'on a pu connaître au Studio 54 ou au bain-douche au début des bains, il y a cet esprit-là, c'est-à-dire qu'on peut rencontrer un écrivain, on peut rencontrer un pêcheur, c'est l'esprit Churrascaïa, en fait. L'esprit mélange. L'esprit mélange, voilà. Alors, la Scatola devient énorme, évidemment, et un jour, Yves Mourouzi vous réveille, vous trouvez nez à nez avec Yves Mourouzi, qui vous dit « Je voulais rencontrer le mec dont tout le monde parle dans le Sud ». Qui me demande de faire son mariage. Sur ce, je le crois pas, parce que tout le monde dit qu'il est homosexuel. Je pense que c'est une bêtise. Et en fait, il se marie vraiment. Dans les arènes de Nîmes. Dans les arènes de Nîmes. Avec Véronique. Véronique. Et c'est vous qui faites la musique. Oui, 40 000 personnes. Alors ça, c'est le choc de ma vie. C'est un vrai choc. Et ensuite, vous décidez de monter à Paris, parce qu'en France, quand on veut réussir, il faut aller à Paris. Là, c'est le Distrito qui devient le club branché pendant toute une saison. Julien Clerc, Vanessa Paradis, Rhoda Gilles, Françoise et Christian Lacroix, Frédéric Becbédé, Édouard Baird. Et Thierry Ardisson comme assistant disquaire. Qui met les disques avec moi et qui me demande de venir faire la silhouette flamenco. Voilà. Puisque c'était la grande mode des gypsies. Au bain. Donc et voilà. Là, c'est bain de minuit, la 5, évidemment. Et là commence un tsunami médiatique. Vous devenez une star, en fait. Vous devenez le premier DJ célèbre en France. C'est arrivé vite, vous pensez? C'est arrivé très vite. Je l'ai savouré. Je me suis un peu perdu dans les lumières, mais avec délectation. Je me suis laissé perdre. Je me suis laissé emporter par ce truc-là. Et j'ai un souvenir... Quelles ont été les réactions de votre entourage? Vos parents, par exemple, comme instituteurs, le fils qui devient DJ dans des boîtes branchées à Paris, ils ont réagi comment, vos parents? Mon père était très fier. Bon, il parlait pas, c'était une tombe. Mais je savais, j'ai su après sa mort, parce qu'il nous a quittés il y a pas très longtemps, qu'il avait tout gardé. Tous les articles internationaux, je parle pas de la presse régionale, mais tout était gardé dans un bouquin que le notaire m'a remis le jour de sa mort. Donc j'étais super ému. Il était fier. Oui, il était très fier. Il était très fier. Et votre mère aussi, j'imagine? Alors ma mère, comme une mère peut être fière d'un fils, même s'il fait que des conneries, une mère en général, elle est prête à aller jusqu'au bout du monde, bien sûr. Et votre femme, que vous aviez connue avant d'ailleurs, qui est votre femme depuis très très longtemps, elle a réagi comment à ce moment-là? Elle était inquiète? Elle a été inquiète, elle a eu un petit peu peur de me perdre, mais en connaissant l'animal, moi j'ai besoin, sincèrement, j'ai besoin d'avoir mon petit coin de liberté, c'est-à-dire Uzès ou la Corse, où je revois mes potes avec qui j'ai grandi, parce que ça m'a permis en tout cas de garder les pieds sur terre. Les relations avec les médias, ça s'est passé comment? Les relations plutôt bien, puisque c'est le début de Frédéric Becbédé. Il a écrit sur vous, d'ailleurs. Il a écrit souvent sur moi, même dans ses bouquins. Et puis je suis arrivé au moment de cette movida espagnole qui faisait que j'étais le seul habilité et qui avait cette légitimité pour parler du flamenco en France, de cette arrivée-là. L'argent, vous avez gagné du pognon? J'ai gagné beaucoup d'argent, J'en ai encore un petit peu, bien sûr. Vous n'avez pas tout dépensé? J'ai flambé pas mal, parce que ce serait dommage de l'avoir gardé. Mais oui, non, ça va. J'ai vraiment vécu de ma passion, et j'en vis encore. Donc qu'est-ce que vous voulez qu'il m'arrive de pire? Et les filles? Les filles, puisque je dois dire, ça a été compliqué de gérer
de gérer tout ça. Parce que le disquaire, c'est quand même le mec qu'on adore, quoi, dans une boîte. Et puis en même temps, j'ai une gueule cassée, donc les filles aiment plutôt les mecs un peu avec une gueule cassée plutôt que les mecs qui font photo papier glacé. Donc il a fallu que je me batte pour résister. Il y a des moments où j'ai glissé, mais je me suis battu corps et âme pour pouvoir courageusement. Quel a été le meilleur moment de cette époque, Philippe? J'ai deux grands moments qui me reviennent. Je pense que ma période Ardisson a été pour moi une vraie chance. Et puis l'époque des bains, oui, parce que c'est rock'n'roll. Parce que la nuit, elle est encore belle à ce moment-là. On peut croiser Mick Jagger à côté du dernier serveur de la boucherie nivernaise au bain. Voilà, c'est ça qui est magique. C'est vrai. Le pire moment de l'époque? C'est quand on voit s'éloigner des amis parce qu'on les voit pas assez souvent, parce qu'ils ont l'impression que tu prends la grosse tête. Peut-être que je l'ai prise un petit peu et que je m'en rendais pas compte à cette époque-là. Alors oui, la perte de certains amis, c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'il faut cravacher dur pour les rattraper après. Alors en 1989, vous vous dites que vous ne serez pas le vrai roi de la nuit tant que vous n'aurez pas réussi à Saint-Tropez. Et la mort dans l'âme, vous quittez la Scatola pour le Papagayo. À Saint-Tropez, vous devenez vite incontournable. Libé titre, Corty rebranche Saint-Tropez. Quand même énorme. Vous devenez le must de Saint-Tropez jusqu'au jour où tout bascule. C'était avant Pentecôte. Oui, juste avant la feria de Nîmes. Vous alliez partir à la feria pour faire la feria dans votre bodega. Et à 13h, on sonne. Monsieur Corty, gendarmerie nationale, mandat de perquisition, aussitôt menotté, garde à vue à Sainte-Maxime. Et là, les flics vous accusent d'avoir vendu de la Camostar, en gros, c'est ça? C'est ça, ouais. C'est plus vicieux que ça. Vous n'êtes pas capable d'expliquer pourquoi les gens sont venus dans cette boîte alors qu'avant ils ne venaient pas. C'est que vous vendiez de la drogue aux stars. Voilà. Ce qui est un raccourci réducteur, c'est-à-dire que les gens n'ont pas besoin de moi pour acheter de la drogue. Vu l'argent que je gagnais déjà, j'avais pas besoin de vendre 50 ecstasy. Ou il aurait fallu que je vende 2-3 tonnes d'ecstasy, je veux bien. Ça m'aurait rapporté de l'argent, mais pas une dizaine ou même une cinquantaine d'ecstasy. Ils n'ont jamais entendu les stars en question, d'ailleurs. Jamais. Et le trafic n'a jamais été prouvé, en Jamais. fait. C'est ça qui est extraordinaire. Absolument rien. Perquisition, alors je vous raconte la perquisition. On rentre, on sort. On regarde juste les photos. Je suis avec Stallone. Oh là, tu te fais pas chier, t'es avec Stallone. Et on part. Le Papagayo n'a jamais été fermé non plus? Jamais. Mais vous êtes condamné? Oui. 4 ans? 4 ans. 5 au début, 4 à la fin. À toute chose, malheur est bon. Finalement, je m'aperçois que ce que m'ont écrit mes parents et bassiné mes parents, non, la justice, elle n'est pas faite pour tout le monde. Elle n'est pas la même pour tout le monde. Voilà. Et puis bon. Mais finalement, vous habituez assez bien à votre nouvelle vie. Même l'abstinence sexuelle, disons, la seule chose qui vous manque quand vous êtes en prison, c'est la tendresse. Il n'y a que ça qui manque en prison. Le sexe, ça manque pas. Parce qu'au bout d'un moment, on n'y pense plus. Donc on n'a pas d'érection comme ça qui viennent. Le fantasme entre 4 murs et 12 matons, les fantasmes, il n'y en a pas. En fait, l'esprit pense plus à la liberté qu'autre chose. Et si je dois dire... Qu'est-ce qui m'a fait tenir dans ce cas-là? Parce que c'est quand même l'école de la médiocrité, c'est l'école de la pauvresse intellectuelle, parce qu'on n'est pas gardé par des mecs très intelligents non plus, on rencontre pas des gens très futés non plus, à part les grands voyous qui sont là et qui savent que ça fait partie de leur cursus, comme un diplôme, quoi. Comme dans le film Les Affranchis. Moi, ce qui m'aide à tenir, c'est que j'ai des gosses, quoi. Donc je me dis, à un moment donné, il n'y a pas 40 solutions, quoi. Je veux dire, tu peux pas te permettre de sombrer, ne serait-ce que pour le regard de tes gosses, quoi. Vous faites du sport à l'époque? 3 choses. Sport, musculation, télévision, masturbation. Ce sont les 3 trucs qui priment en prison. Après, il faut se faire une vie, quoi. Et donc il faut vraiment penser qu'on y est. Il faut surtout pas partir de... Il faut pas que l'esprit s'en aille. C'est là où on commence à... Alors, en sortant de tôle, vous reprenez un boulot à la télévision? C'est grâce à vous, quand même. C'est-à-dire qu'à l'époque, le maire de Saint-Tropez a écrit à Hervé Bourges, patron de France Télévisions, Monsieur Ardisson, dans son émission, fait travailler un repris de justice. Et Hervé Bourges a été formidable parce qu'il a répondu au maire de Saint-Tropez, ce repris de justice, comme vous dites, n'en est plus un, puisqu'il a purgé sa peine. Donc si Monsieur Ardisson veut l'employer dans son émission, libre à lui, et quels qu'aient été mes bons sentiments, s'il n'y avait pas eu Hervé Bourges, je crois qu'on n'y serait pas arrivé. Non, mais c'est vachement gentil parce que quand je suis rentré en prison, on a déjà reçu le contrat de travail. Donc je l'ai su. Et voilà. Ah
Et voilà, ben, ça a recommencé. Soirée dans le monde entier, mariage de Zidane, mariage des filles Khashoggi. Enfin voilà, puis vous gagnez votre vie en faisant des soirées dans le monde entier. Et en vendant de la drogue, puisque... Alors, Philippe, est-ce que vous êtes nostalgique de cette époque, de la grande époque, des bains-douches, de lunettes noires, de tout ça Je suis nostalgique parce que je suis triste quand je regarde la télé. Ouais. Et je ne suis pas le seul. Il y a des millions de gens qui ne regardent plus la télé parce qu'on ne propose plus. Alors oui, je suis super fier d'avoir fait partie de votre aventure. Mais ce n'est pas une nostalgie personnelle, c'est une nostalgie par rapport à la télévision. Non, non, je suis triste de rien. À un moment donné, on grandit, on vieillit. Moi, ce qui me fera heureux maintenant, c'est de voir mon fils, ma fille, de voir mes amis, de pouvoir choisir les soirées que je fais parce que j'ai gagné assez d'argent et que je m'en fous d'aller mettre les disques à trifouiller les oies. Je choisis ce que je veux quand je veux. Donc voilà, non, non, je suis pas du tout nostalgique. Est-ce que vous êtes rancunier par rapport aux gens qui vous ont mis dans la merde à l'époque du Papagayo, tout simplement? Je suis rancunier, pas par rapport à un corps de métier, c'est-à-dire je dirais pas tous les flics sont cons, parce que j'ai des copains chez les flics, je suis rancunier pour les deux connards qui savaient très bien que j'avais absolument rien fait. Le dealer qui vous a chargé? Le pauvre. On lui a fait croire qu'il prendrait 2 ans, il en a pris 5. Ah ouais. Le plus con, c'est lui. C'est pas moi. Hein. Ça lui a rien rapporté. Ça lui a rien rapporté, rien du tout. Même pas les titres de la presse. Voilà. Si c'était à refaire dans toute cette histoire, qu'est-ce que vous ne referiez pas pareil? Peut-être que je lutterais pas pour ne pas avoir toutes les filles que j'aurais dû avoir. Je sais pas, j'ai pas grand-chose. Non, ce que je referais pas, c'est que je saurais qu'à Saint-Tropez, le fric est roi. Donc quand on touche au nerf principal de la guerre, c'est-à-dire l'argent, il faut faire très attention, c'est-à-dire se border. Vous n'étiez pas protégé, quoi. J'étais pas protégé. Alors, quand vous mourrez, le plus tard possible, j'espère, qu'est-ce que vous voulez qu'on marque comme épitaphe sur votre tombe? Alors, moi j'en ai une, mais les bras, pas de bras, pas de chocolat. Celle-là est très bien, où tout le monde couche avec tout le monde. Voilà, oui. Non, mais j'aurais mis, j'adore celle de Francis Blanche, Laissez-moi dormir, j'étais fait pour ça. Oui, pas mal. Mais non, je mettrais... je vous l'avais bien dit que j'étais un malade. Merci Philippe, je suis très heureux de rallumer la lumière sur vous. Merci. J'accueille Fabienne Thibault. On danse les uns avec les autres, on court les uns après les autres, on se déteste, on se déchire, on se détruit, on se désire, mais au bout des temps, on se rend compte qu'on est toujours tout seul au monde. Mais au bout des temps, on se rend compte qu'on est toujours tout seul au monde. Toujours tout seul au monde. Tout le monde en a parlé à retrouver Fabienne Thibault dans le très chic 16e arrondissement de Paris. Ce soir, c'est gala. Une soirée est organisée par le délégué général du Québec en l'honneur de l'ancienne chanteuse de Starmania. Nous devions faire un hommage à Fabienne Thibault. Vous savez à quel point elle a marqué la chanson québécoise. Les flashs crépitent comme au temps du succès. Le lendemain midi, nous la retrouvons loin des paillettes, cette fois à Bonneuil en France, au nord-est de Paris. Un peu fatiguée, la nuit fut courte. Oui, on a fait un peu la fête, tout à fait. Là, on est chez Lila. C'est un endroit que j'aime bien parce que c'est un ancien relais de poste. Lila est sa meilleure amie. Et puis, il y a Billy, le chien, qu'on va croiser tout à l'heure en sortant. Et Marcel, le pou, le chat. Billy, le chien. Billy, c'est lui. Billy est très âgé, il est sourd, aveugle. Marcel! Marcel! Et Marcel? C'est un chat, Marcel. Regarde le pou! Oh, Mathieu! Oui, Mathieu! T'as une sale gueule, toi. D'où tu viens? D'où tu viens? Marcel, regarde la caméra, là. Fabienne Thibault a une passion, les animaux, et plus particulièrement... Mon petit sac vache. Je savais que je suis passionnée des vaches. Je défends les vaches. Et parfois même, je sens la vache.
Je suis allée en Aubrac l'autre jour, je suis revenue. Tout le monde, j'étais comme ça dans le train. Tout le monde. Merci beaucoup. J'étais comme ça. Voilà. Riding. Voilà, oui, je sens la vache. Et alors? Fabienne et Lila repartent maintenant à Paris pour déjeuner dans une brasserie qu'elles affectionnent tout particulièrement. Salut Fabienne, ça va? On y boit bien. Une petite coupe? 2 coupes? Oui. Moi je veux une coupe dans un verre. Et devinez ce qu'on retrouve à la carte? Filet de bœuf poêlé avec son foie gras maison et sa purée de pommes de terre, maison évidemment. Tartare de bœuf avec son gratin dauphinois. Mais ça m'a excité là. Ah, ça t'a excité. Alors, tu veux que je recommence? Oui. La purée est chaude. Très bien. Bien, on va au bureau. Oui. Il faudrait peut-être qu'on travaille un peu. Oui, non. On regarde un peu les programmations. Allez, retour à la musique. La chanteuse québécoise et son amie se rendent dans les bureaux qu'elles partagent à Aulnay-sous-Bois. Voilà, il y a un piano, mais on s'en sert pas beaucoup. De toute façon, moi, je sais pas jouer. J'ai appris le piano quand j'étais petite, mais en fait, avec un professeur qui était complètement cinglé et qui n'avait qu'un seul truc qui lui plaisait, c'était de humilier les élèves, tu vois. Alors, tu avais l'élève d'avant qui était au piano, et toi, tu disais, viens. T'as vu, il joue mal, il n'a pas bossé. Tout le monde piquait les phares, c'était... Donc, tout ce que j'ai appris, c'est le menuet de Couperin. C'est-à-dire ceci. Oh mon Dieu. Heureusement que Fabienne Thibault a tout misé sur sa voix. J'ai de l'oreille quand même. J'ai beaucoup d'oreilles, mais musicalement, malheureusement, bureau de la chef. Lila gère l'organisation des spectacles. Bureau un peu désordonné. Ah bah ça veut dire que ça travaille, hein? Ah, c'est ma fille. C'était il y a 4 ou 5 ans. Il est 19h, la chanteuse descend rejoindre sa troupe d'élèves pour une répétition des chansons de Starmania. Certainement. En effet, Fabienne Thibault a monté un atelier de création de spectacles pour néophytes. Franck, il est plombier chauffagiste. Son but, apprendre au commun des mortels comment dompter la lumière et la scène. Et pour parvenir à ses fins, le professeur n'hésite pas à donner de la voix. Sa méthode semble fonctionner, tous endossent avec spontanéité les rôles clés de l'opéra rock de Berger et Plamondon. J'ai juste envie d'être bien. 30 ans ont passé, mais Fabienne continue de surfer sur le succès de Starmania. Et maintenant, la lumière se rallume sur Fabienne Thibault. Fabienne, bienvenue sur le plateau de Tout le monde en a parlé. Merci Thierry de rallumer la lumière sur moi. Ben voilà. Quel bonheur, elle me manquait. Alors, vous êtes né le 17 juin 1952 à Montréal, d'une famille venue de France au XVIIe siècle, et vous dites, en quittant la France, ils fuyaient la misère, mais ils ne connaissaient pas la longueur de l'hiver. Ça, c'est bien vrai, ils ont eu à découvrir un pays géographiquement totalement différent. Ouais. À des moments historiques qui n'avaient rien à voir avec ce qu'ils connaissaient, où tout était boisé. Et ils sont arrivés à un moment aussi où peut-être l'hiver à leur porte a été assez surprenant. Ouais. Oui, ça c'est sûr. Alors, votre père avait une petite entreprise de maçonnerie, donc vous venez d'un milieu très simple. Dans la famille, on chante beaucoup, notamment les anciennes chansons traditionnelles. Et vous commencez toute petite, en fait, à chanter avec vos parents, dans les chorales, au collège. Mais vous ne voulez pas être chanteuse, en fait, au départ. Hein. Non, parce que d'abord, dans les années 70, ce n'était pas une ambition particulièrement partagée par beaucoup de monde. On rêvait plutôt de refaire le monde, de partir aux Indes, de refonder le système scolaire. Voilà. Tout ce genre de rêves un peu idéalistes, avec des idéaux. Mais moi, je venais d'un milieu où on chantait. Donc, chanter, c'était un fait, c'était un état.
pas nécessairement un métier, bien que mes parents ne m'en aient jamais dissuadé. Ouais. Alors, en fait, dans les années 70, vous vous destinez à la pédagogie, vous faites une maîtrise en orthopédagogie, oui. Et ensuite vous travaillez à l'université. Voilà, c'est à l'Université de Montréal. C'est une formation qui nous amène à intervenir au niveau des problèmes d'apprentissage de la lecture, du calcul aussi. Seulement voilà, vous avez créé un petit groupe de musique avec des potes, des chums, comme vous dites là-bas, un trio qui se produit dans les cafés. Et à l'été 1975, vous participez au festival Chantout. Et là, Luc Plamondon vous remarque. Voilà. C'était un festival dédié à la fois aux artistes professionnels et aussi aux jeunes talents, dirons-nous, à la relève. C'était un festival aussi très important d'une période historique où le Québec commençait à s'ouvrir au monde, la naissance du ministère de la Culture, la naissance d'un vrai show business avec des vrais producteurs, détachés des États-Unis, centrés sur nos propres artistes. Et je suis allée donc à Québec, je chante et Luc Plamondon m'a entendu comme ça un après-midi ensoleillé. Voilà, et là il vous présente à Michel Berger, vous devenez Marie-Jeanne dans Starmania. Donc ça veut dire qu'après vous n'allez plus jamais à l'université, c'est fini. Eh non, moi j'ai eu la chance de terminer mes études et d'avoir mon diplôme. Diplôme qui est resté encadré dans la maison de mes parents. Alors, en fait, ce qui est incroyable, c'est que vous n'avez jamais passé de casting, vous n'avez jamais écrit une production, vous n'avez jamais téléphoné à un producteur. C'est arrivé, votre histoire, presque par hasard, quoi. Ça ne me vient pas à l'idée d'appeler. Ceci dit, je ne suis pas quelqu'un de prétentieux, je pense, mais peut-être j'attends les circonstances ou quand je sens que c'est naturel. Alors effectivement, c'est pas une époque où on voulait être star obligatoirement, c'est une époque où on voulait changer le monde. On est loin du star system. Et pourtant, Marie-Jeanne, la serveuse automate de Starmania, fait de vous une star. Marie-Jeanne, c'était le personnage, je dirais, le plus abordable, le plus simple dans l'ensemble des archétypes qu'avait développé Berger Plamondon. C'est une femme plutôt centrée sur les autres que sur elle-même, qui rêve de changer le monde, mais surtout de refaire sa propre vie, qui est sensible à autrui, à qui on raconte des histoires. C'est un petit peu la cousine de province qu'on invite, mais qu'on oublie à la maison quand vient le temps de partir en pique-nique, vous voyez. Ce genre de femme un peu anonyme comme ça, mais nonobstant intéressante. Alors évidemment, bon, il y a Le Monde et Stone, les uns contre les autres, enfin des chansons... Il y a Un garçon pas comme les autres. Inoubliable. Et en fait, vous êtes révélée en France. Et pourtant, en fait, il n'y a eu que 33 représentations de Starmania au Palais des Congrès. C'est devenu un mythe assez rapidement. Oui, en fait, tout de suite après venait le Bolchoï. Et c'était une époque, c'était l'époque soviétique, n'est-ce pas, où le Bolchoï avait des dates spécifiques pour sortir et entrer du territoire. Diane Dufresne ne voulait pas continuer. France et Michel avaient Pauline, qui était malade, leur petite fille, France Gall et Michel Berger. Donc, ça s'est arrêté là, mais l'album a continué sa vie. Et après, il y a eu des reprises. Tout à fait. Alors, il faut dire quand même que quand on regarde Starmania, il y avait le Star System, les médias, l'argent, les banlieues, le terrorisme, l'homosexualité. Finalement, cet opéra rock anticipait toutes les problématiques actuelles. C'est peut-être pour ça aussi que ça a eu autant de succès, je pense. Starmania est encore plus crédible, en tout cas encore plus dans l'air du temps aujourd'hui qu'il y a 30 ans. Oui, c'est ça. Berger et Plamondon, je pense, avaient vu venir des choses. Luc Plamondon est quelqu'un de très cultivé, de très ouvert, qui a un esprit à la fois très synthétique, mais aussi très intuitif. Et c'est vrai que Starmania, c'est aujourd'hui plus qu'hier. Alors, en plus, c'est une œuvre de création pure, c'est-à-dire qu'il n'y a pas le support d'une histoire existante comme Roméo et Juliette ou Notre-Dame de Paris. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Alors, à la base, Berger et Plamondon avaient commencé à traiter le thème de l'histoire de l'enlèvement de Patricia Hearst. Donc, la fille du magnat du pétrole, Randolph Hearst, qui avait vécu ce qu'on appelait le syndrome de Stockholm, c'est-à-dire qu'elle s'était attachée à ses bourreaux. Enfin, le terme est peut-être un peu fort, mais... Et ensuite, ils se sont rapidement dirigés vers une histoire originale, mais en gardant ce fond-là, celui du terrorisme. Alors, vous devenez une star instantanément, quoi. Moi, je me souviens... Je ne m'en suis pas aperçue. C'était énorme. C'est arrivé très vite, non, quand même? Au départ, le personnage de Marie-Jeanne n'était pas censé être le personnage le plus important. C'était un de la constellation des personnages importants. Et je pense que la puissance d'évocation des chansons, la magnificence des mélodies, cette chanson aussi qui faisait de Marie-Jeanne le premier personnage à prendre la parole sur un sentiment
envers un personnage homosexuel avec dignité, respect et profonde courtoisie, profonde humanité. Je pense que ça a touché énormément de gens. Et probablement que j'avais une adéquation physique avec ce type de personnage un peu comme ça, sensible et touchant. Quelles ont été les réactions de votre entourage quand vous êtes devenu star comme ça? Vos parents, par exemple? Mon père était maçon et il était très fier de moi. On chantait chez nous, il avait confiance en moi. Alors, il n'y a pas eu de réaction négative. Vos parents, vos amis, tout le monde a vécu ça très bien, quoi? Oui, ils ont eu l'impression que c'était naturel. Oui, oui. Ça avait l'air naturel. Et quelles ont été vos relations avec les médias? Au départ, j'ai eu un petit peu de mal à m'habituer, si vous voulez, comment dire, à entrer dans leur jeu, parce qu'il y a toujours une forme de jeu. Dans la vie, tout est un peu jeu, là aussi, mais j'ai beaucoup appris grâce à Grégoire Collard, qui était l'attaché de presse de Starmania, et qui, lui, connaissait Paris, le show business, sur le bout de ses doigts. Alors, il m'a bien formé. Donc ça s'est bien passé. Et je le remercie aujourd'hui beaucoup, oui. Est-ce que ça vous a rapporté de l'argent, toute cette histoire? Oui, aujourd'hui, c'est un capital qui me reste toujours. Ah oui, vous avez toujours de l'argent de Starmania? Un petit peu, oui, un petit peu. Ça continue de se vendre. C'est parfait. Et sur le plan amoureux, ça vous a permis de faire des rencontres Amoureuse pendant Starmania, non. J'étais... Vous savez, quand vous êtes une femme enrobée, que vous êtes un peu cachée derrière vos lunettes, c'est pas genre vous n'avez pas l'autoroute de l'amour et du sexe devant vous. Mais moi, j'ai fait des rencontres humaines et amicales, exceptionnelles et artistiques aussi. Sexuellement, c'était pas énorme, quoi. J'avais pas le temps. J'étais pas là pour ça. Ah, d'accord. Quel a été le meilleur moment de toute cette époque? La scène. La scène. Oui. Parce que le Palais des Congrès, la scène, partager ce moment avec des musiciens, des choristes fabuleux, avec toute cette équipe, des Américains, des Québécois, des Français. Donc, c'était une espèce d'aventure à la fois très bien concentrée, bien entourée, mais à la fois complètement folle. Et le pire moment? Le pire moment de Starmania a probablement été la veille de la première, où je n'avais toujours pas de costume. Parce que à l'époque, les répétitions, les complications, les difficultés diverses et variées, le costumier qui n'avait pas vraiment compris les personnages, qui était américain, m'avait concocté un truc invraisemblable. Donc, la veille du spectacle, j'ai toujours pas de costume. On me met, en fait, en 4e vitesse, un tablier de plastique qui se gonfle quand je m'assois. Une catastrophe. Donc, on est rapidement allé chez Laura Ashley m'acheter une robe à fleurs et un tablier typique de la serveuse automate. Oui, c'est ça. Ça a été atroce. Alors, après Starmania, il y a eu évidemment d'autres succès, notamment Une question de feeling avec Richard Cocciante. Oui. J'irai jamais sur ton island aussi, qui est un grand succès. Secrétaire de star, qui m'a été écrite par Daniel Balavoine. Quelques participations, quelques chansons de films aussi, qui ont été de jolis succès. Vous savez, il n'y a pas que le succès, il y a aussi l'estime. Bien sûr. Parfois, vous faites des titres qui ne se vendent pas par milliers, mais qui laissent une trace. Bien sûr. Enfin, votre carrière ralentit un peu après. Bon, ça, c'est la vie. Hein? Après, on se préoccupe d'autres jeunes artistes, et puis la vie nous happe, la maternité. Vous avez fait d'autres choses? Vous avez fait les grosses têtes? Oui, mais j'ai dû virer. Pourquoi? Parce que je me suis engueulée avec Olivier de Kersauzon et je pense qu'il a dit à M. Bouvard, c'est elle ou c'est moi. Ah ouais? Et comme c'était plutôt lui, je suis partie. Je trouvais d'une incorrection et d'une bêtise consommée. Il s'est montré machiste avec vous, j'imagine? Non, il s'est montré plus que ça, il s'est montré inhumain. Machiste, à la limite, j'en ai rien à secouer, si vous voulez. Moi-même, je suis un peu misogyne. Mais j'ai adoré faire ça. M. Bouvard était un monsieur passionnant et très drôle. Oui, c'était très drôle. Les chauffeurs de taxi m'aimaient bien. Bah oui. Alors, en 1997, vous publiez chez Michel Lafon Mincir. On dirait que le poids a toujours été un problème. Je dirais qu'il a publié Mincir sans moi, car en fait, le deal était qu'on travaillait avec un nutritionniste pour donner quelques pistes comme ça de travail sur soi. Je devais écrire plusieurs pages en introduction à chaque chapitre, pages qui ont été supprimées. Donc, il a publié Mincir, ça ne me regarde pas. Mais avec votre nom? Oui. Mais j'avais autre chose à faire qu'à le poursuivre. Parce que moi, je regarde en avant, jamais en arrière. Mais cette histoire de poids, ça vous a gâché votre vie? Sûrement pas. Ça a été sûrement... Oui, ça m'a sûrement empêché peut-être d'oser certaines choses. Oui. Moi, je trouve que ça vous va bien. Vous êtes gentil. Non, mais c'est vrai, c'est vous. Oui. C'est votre personnage. J'en ai perdu un peu. C'est-à-dire qu'à l'époque, j'étais plutôt autour de 95-96 kilos. Et aujourd'hui, je me tiens autour de 82, 3, 4. Ça va, ça? Ça va. Vous avez fait comment? Vous avez fait... je fais attention et je diminue les quantités. Mais j'aime le dessert, tu sais. J'adore le sucré. Alors, vous avez fait du théâtre aussi avec Tout feu, tout femme. Oui.
Vous dites, j'ai trouvé ça très peinard, en fait. Oui. Très honnêtement, j'ai un immense respect pour les comédiens qui ont une discipline et une technique que je n'aurai jamais, qui ont une expérience que je n'aurai jamais. Je suis à genoux devant eux, si vous voulez. Mais je trouve que par rapport à la chanson, c'est peinard. On arrive à 17h, on repère le décor. On fait un petit essai pour voir si la voix passe. Après, on va se maquiller, on rit entre les copains, on mange un sandwich ou des trucs. Alors que chanter, c'est les techniques, tout ça, et c'est fragile. Tout ça est très fragile. Alors au cinéma, évidemment, vous avez fait le premier film d'Amanda Ster. Une scène. Oui, Je vais te manquer. Exactement. Ça n'a pas été un succès énorme. Écoutez, je ne sais pas. Je n'ai pas suivi le destin du film. Ce que je sais, c'est que moi, ça m'a fait plaisir et surtout qu'il y avait ma fille qui était avec moi, qui avait 2 répliques et qui est très mignonne à l'écran. Voilà. Déjà, ça m'aurait permis de voir ma fille à l'écran. Alors, aujourd'hui, est-ce que vous êtes nostalgique de cette époque de Starmania? Non? Pas du tout. Pas du tout. La nostalgie ne me concerne pas. Je suis quelqu'un qui aime le passé, qui aime l'essence des choses. Donc, quand on se préoccupe de retrouver une essence et des racines, on va vers le passé. Mais je ne suis pas nostalgique, non. Au contraire, tout me passionne. Quand même, si c'était à refaire tout ça, qu'est-ce que vous ne referiez pas pareil? Je pense que j'aurais un peu plus confiance en moi. Ah oui? Oui. Alors, Fabienne, le jour où vous allez mourir, qu'est-ce que vous voulez qu'on écrive sur votre tombe? Un beau jour, tu te souviendras de cette chanson-là. C'est tout? C'est tout. C'est très beau, merci. Merci Thierry. Je suis très heureux de rallumer la lumière sur vous. Ah ben écoutez, je vais essayer d'en profiter. Merci. J'accueille Jean Roucas. Et voici le bébé show pour les RI, les socialos, les RPR et les fachos. Ils sont tous dans le bébé show. Écoutez, je vais l'étrangler. Tu sais qu'Antoine Pinet a dit qu'à ton âge, tu devrais entrer au Panthéon. Eh bien, justement, j'ai calculé. Encore 3 septennats et j'aurai l'âge d'Antoine Pinet. Tiens, à propos de Pinet, tu n'as pas le téléphone de Christine? Ah non, non, je vous en supplie. C'est pas possible. Oh, Black Jack, qu'est-ce que tu feras si tu es battu? Écoutez, je continuerai à faire de la politique, je ne sais faire que ça. Je me barricaderai à l'hôtel de ville et je n'en sortirai que la nuit pour aller faire pipi sur les murs de l'Élysée. Venez tous dimanche à Vincennes, il y aura des merguez et miam miam et des bonnes poulettes. Excusez-les, ils sont très excités. Il fera beau. Bienvenue à la maison, entrez. Tout le monde en a parlé à retrouver Jean Roucas dans le nord-est de Paris. L'imitateur nous accueille dans son appartement où il vit avec sa femme et son chat. Monsieur Figaro, qu'on a dérangé pendant sa sieste. Alors ça, c'est un crime de chat majesté, ça. Voilà ma femme, parce que le chat ne sonne pas d'habitude. Bah, où étais-tu? Je suis sortie faire une course. Je vais faire un tour. On est un couple comme tout le monde, comme des milliards de gens. On se promène, on fait nos courses, on chine, on a un vieux chat qu'on adore qui a 14 ans. On fait tout comme tout le monde. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que Florence est totalement fan de son mari. C'est un excellent imitateur et moi, même si on a souvenir des voix de Kermit Mitterrand, de tout ça, c'est très bien, mais très franchement, comme imitateur, pour moi, c'est le meilleur. Alors quoi, ma gueule? Qu'est-ce qu'elle a, ma gueule? Vous demandez ce qu'elle a, ma gueule. Je vais vous dire ce qu'elle a, ma gueule. Quelque chose qui ne va pas? Avec Florence, Jean partage une passion, la brocante. L'appartement du couple est d'ailleurs envahi de meubles chinés et d'objets insolites, voire inutiles. C'est le don de Florence d'acheter des trucs qui sont inconfortables et voire inutilisables. Le bureau en pente, c'est bien, mais voilà, dès qu'on pose un truc dessus, vous constaterez que ça ne tient pas. Jean Roucas et Florence aiment se promener le long du canal Saint-Martin. Ça, c'est notre balade quotidienne. C'est formidable parce qu'on trouve ce qui est rare à Paris, de la nature, de l'espace, de l'eau, des bateaux. Puis c'est un quartier intéressant parce qu'il y a tout. Le couple nous emmène chez son brocanteur préféré, installé à quelques rues seulement. Petit garçon, t'as reçu des nouveautés ou pas? Des chaises bistrot derrière. Non, alors là, on est à la recherche. Non, mais là, je déconne plus de fauteuils. Aujourd'hui, ils sont en quête d'un nouveau fauteuil, mais comme d'habitude, leur attention se portera finalement sur d'autres objets. Dans une entrée où tu peux le mettre dans le balcon à côté du cendrier. Souvent ils chamaillent, on prend ça, non je veux pas, l'un ou l'autre, quoi, ça dépend. Et après bon, c'est souvent madame qui l'emporte, mais pas tout le temps. Continue à montrer. En matière vestimentaire également, Jean Roucas aime fouiner, trouver des bons plans et faire quelques économies. Alors moi j'achète souvent des chemises ici parce que c'est de la marque et c'est de la très très bonne qualité. Pour le short, c'est comme pour le bureau, les avis sont partagés. Que je l'essaye. Oh. Mais oui, mais oui.
Impeccable. Bon, déjà, là on n'a pas du tout les mêmes goûts. Alors. Allez, pour Jean, c'est l'heure de se rendre au théâtre. Et les spectateurs de Liberté, Égalité, Hilarité ont toujours en mémoire les belles heures cathodiques du comique. C'est le souvenir du bébé de show. Hein. C'est sa tête avec la casquette, l'œil là, puis l'autre là et tout, c'est cette tête-là et tout. La grenouille qui arrive, l'aigle, toutes ces choses-là et tout, tout explose, c'est surtout ça, Jean. Jean Roucas me faisait beaucoup rire et c'est pour ça que je viens le voir ce soir au Théâtre des Douzaines. Il est rejoint dans sa loge par ses deux complices avec qui il partage l'affiche. Tout d'abord, Jacques Maillot. Qui c'est qui a joué ici rapidement? Moi j'ai parlé de Bourvil, mais... Il y a Jean Poiret, il y a eu Pauline Carton, il y a Sim qui a joué une revue. Le petit dernier qui a grandi, c'était Laurent Gérard. Oui, Laurent Gérard qui est passé ici à ses débuts. Oui. Puis Pierre Douglas. On est complètement complémentaires et on parle finalement des mêmes choses avec un style complètement différent. C'est un peu comme quand vous lisez le compte-rendu d'un événement dans 3 journaux différents. Voilà. C'est un peu pareil. Quelques secondes avant d'entrer en scène, l'humoriste échauffe encore ses zygomatiques. Non, alors écoutez, on est quand même là pour se détendre. Je vous fais une promesse, mesdames, messieurs, à partir de maintenant, je ne vais vous parler que des domaines où tout va bien en France. Ça va pas être long, hein. Je rêvais que les élections présidentielles se déroulaient en plein Moyen-Âge. Dame Ségolène, file ta quenouille. J'aurais du mal à trouver une rime. Alors, Chirac partant pour la croisade. Il aurait mis la ceinture de chasteté à Bernadette. Et en revenant, il aurait dit « J'ai paumé la clé ». Loin de la télé, mais toujours sur les planches, Jean Roucas continue de s'adonner à son plaisir préféré, persifler. Et maintenant, la lumière se rallume sur Jean Roucas. Bienvenue sur le plateau, tout le monde a parlé. Merci Thierry, bonjour. Alors Jean, vous êtes né le 1er février 1952 à Marseille. Oui. Votre père Gilbert Avril, c'est votre vrai nom, expert en immobilier, origine marseillaise. Et votre mère Ketty, d'origine corse, et vous dites Marseillais corse, et pourtant je suis travailleur. Eh oui, c'est curieux, hein. Je suis une erreur génétique. Alors, vous grandissez au quartier du Roucas Blanc, et là, à l'âge de 9 ans, vous êtes déjà star, puisqu'un jour, vous faites la une des journaux, vous faites renverser par une voiture sur le chemin de l'école Saint-Victor, la voiture vous traîne sur 300 mètres, vous n'avez rien, et tout le quartier vous appelle le miraculé. Absolument, ouais. Oui. Alors j'ai aucun souvenir de ça. Hein. Ouais. Je l'ai lu après dans le Provençal, c'était le journal de l'époque. C'est vrai que j'ai eu de la chance, je suis passé sous la voiture, j'étais accroché à un bout de ferraille par mon capuchon, et j'étais très... Mais je suis tombé dans les pommes très vite, je m'en souviens absolument pas. Déjà une star très jeune. Hein. Ah ouais. Alors, très jeune aussi, le goût du spectacle, c'est peut-être dû à votre arrière-grand-père piémontais, Battistino, qui poussait la canzonetta dans les noces et les kermesses. Vous connaissez les chansons qu'il chantait? Ah oui. Il y avait Tournou a Sorrente, Sulla Montana Bella et Lu Scarpighe. Absolument. Vous connaissez quoi? Je connais les trois. Ah, Tournou a Sorrente, c'est Vido mare quanto è bella, spira tanto sentimento, chasecato tiene in mente, o che mai me fa suonare. Et Lu Scarpighe, ça veut dire les chaussures de mauvaise qualité. Ah oui. Les Scarpighe, des godasses, quoi. Voilà. Et comme tous les immigrants piémontais arrivaient avec des pompes en piteux état, on les appelait comme ça à Marseille, on les appelait les godasses. Et ça donnait quoi? Et ça donnait Eva con Lu Scarpighe, quando cammino fa schiaff. Il a des vieilles godasses quand il marche, ça fait plaf plaf, quoi. C'était ça. Voilà, alors en tout cas, vous faites du piano et à 9 ans, vous entrez au conservatoire. Alors, adolescence assez sympa. Vous allez en Solex à la plage, entre les cours. Il y a mai 68 qui est un bon moment. Oh, formidable. Ouais. J'ai un souvenir formidable parce que je suis arrivé un jour au lycée. Je suis tombé sur 2 types avec des brassards rouges qui m'ont dit « Toi, on t'interdit d'aller en cours. » Fallait pas me le dire 2 fois. Moi, j'y suis plus jamais allé. Alors, le matin, je prenais mon Solex et j'allais à la plage. Bah oui. Alors, au départ, vous voulez être prof d'allemand, mais malgré la fac et 12 mois à Francfort, vous n'y arrivez pas, hein?
Bah, c'est pas ça, c'est qu'à l'époque, bon, mon père me disait, bon, tes études, tu vas te les payer. Il avait des idées un peu avancées comme ça. Tu vas te les payer. Alors bon, qu'est-ce que je faisais pour payer mes études? Je faisais de la musique. Et à un moment donné, je faisais les bals, quoi. Je chantais dans les bals. Je me suis aperçu que je m'éclatais beaucoup plus en faisant de la musique et en faisant le couillon sur scène qu'en donnant des cours d'allemand, quoi. Ouais. Alors pareil pour le service militaire, vous le faites pas non plus? Non. J'étais réformé au bout de 3 heures. Ouais. On était à peu près 200 bonhommes. On était à poil dans un couloir. Moi, j'avais gardé mes lunettes. Et la porte s'est ouverte. Le médecin-chef est sorti. Il a fait comme ça. Vous! Il m'a vu tout de suite. Je sais pas pourquoi. Peut-être les lunettes. J'étais le seul. Venez ici. Il m'a dit, bon, lisez-moi ça. Il a tiré un tableau. À la 2e lettre, j'ai foiré. J'ai compris le truc. Allez, sortez. Ouais. Là, vous décidez de changer de voix. Vous animez des bals avec votre petit orchestre. Et votre premier employeur, c'est Charles Pasqua, qui à l'époque était aux relations extérieures de Ricard. Et vous avez fait quoi pour Charles Pasqua, alors? Ah bah, Charles Pasqua s'occupait il y avait une grande manifestation, c'était le podium Paul Ricard, donc, qui faisait toutes les villes du Midi, toutes les plages. Et donc, il fallait un orchestre pour jouer à l'apéro, quoi. On jouait à l'apéro. Et donc, on jouait tout l'été, comme ça. Il était déjà le Charles Pasqua qu'on a connu après. Voilà. Alors, quand vos parents ouvrent un hôtel-restaurant, ils vous collent derrière les fourneaux, et là, vous dites non, c'est pas possible, quoi. Ah non, non. Pour ça, j'ai un respect, moi, quand je vais dans un restaurant ou dans un hôtel pour le travail qui est fait. Je vais jamais râler, même si c'est pas très bon. Je sais la somme de travail que ça représente. Alors, vous partez à Paris sur un coup de tête avec 50 balles en poche, quoi, à l'aventure. Ah ouais. Sans aucune adresse, rien du tout. Si, Gare de Lyon, voilà. C'est la seule adresse que j'avais. Alors, vous atterrissez chez Félix à la Contrescarpe. Et là, tous les soirs, de 9h jusqu'à l'aube, vous chantez vos couillonnades en vous accompagnant au piano. C'est vraiment des couillonnades. C'est-à-dire, là, il fallait tenir toute la nuit. Donc, c'est pas évident. Bon, au bout de 3 heures, j'étais à sec, donc je faisais chanter les gens, je chantais ce qui me passait par la tête. Mais c'est bien, parce que c'est là que j'ai appris... C'est une école, hein? Oui, parce qu'il y avait les ivrognes, les clochards, les descentes de police, quoi. Des truands, des coups de feu. Des coups de feu. Moi, une fois, il y a eu un échange de coups de feu au fusil de chasse. J'ai un tronçon de plafond qui m'est tombé sur le clavier. On est un peu tendu pour faire du spectacle dans ces conditions. Alors, c'est Félix qui trouve votre nom, Jean Roucas, du nom du quartier où vous aviez été élevé. Oui, parce qu'il se rappelait jamais de mon nom. Avril, c'était pas... Il se rappelait pas. Et puis, je lui avais dit, à Marseille, j'habitais le Roucas. Alors, ça le faisait rigoler. Voilà. Et il me disait, oh, viens, toi, là, le Roucas. Voilà. Alors, bientôt, ça marche un peu mieux. Et c'est l'époque où les gens comme vous faisaient 5-6 cabarets dans la nuit. Alors, il y avait le Caveau de la République, le Don Camillo, l'Oreille du Bois, enfin... Donc, vous passez d'un cabaret à l'autre, quoi. Ah oui. Alors, il y avait un cabaret, c'était épouvantable, ça s'appelait le Pénitencier, parce qu'il y avait 3 salles avec 3 spectacles différents, séparés par un petit rideau. Ah ouais. C'est-à-dire qu'on entendait ce que faisaient les autres. Ah ouais. Et moi, j'avais un type qui faisait un numéro comique en jouant de la trompette. Et moi, j'étais au piano dans la salle d'à côté. Évidemment, on jouait pas le même truc. C'était horrible. Je me demande comment les gens pouvaient venir... C'est une école incroyable, hein. Et puis voilà, c'est sur la scène d'un cabaret niçois que vous attirez l'attention de celui qui va faire basculer votre destin, Stéphane Collaro. Voilà. À la Pignata, sur les hauteurs de Nice, un petit peu, sur le quartier qu'on appelle Fabron. Et donc là, c'était quand même, c'était un musical. Quand on travaillait sérieusement, il y avait une scène, l'encadrement était assez professionnel. Et ce soir-là, il y avait Stéphane Collaro et Eddie Barclay et toute une bande qui fêtait un anniversaire. Il y avait Carlos, etc. Et alors, j'étais très étonné que Collaro me remarque parce qu'ils n'ont rien écouté du tout de la soirée. Ils étaient bourrés comme des cantines. Et je me suis dit, mais comment il a pu me trouver bon? Il n'a même pas écouté ce que je dis. Il est venu me voir à la fin, il m'a dit, il faut qu'on se revoie. Et voilà. Alors, Collaro vous propose de participer à une aventure télévisuelle dont on n'est pas sûr qu'elle durera bien longtemps. Et lui non plus. Et voilà. Elle a duré 13 ans. Il y a eu le Collaro Show, Coco Boy, Cocorico Show et surtout le Bébête Show. Le Bébête Show, fils du Moupette Show et père des Guignols, quoi. Bah oui, ça, ils n'aiment pas du tout qu'on dise ça, mais enfin, c'est quand même... Ah oui, c'est un peu vrai, quand même. Voilà, mais il faut reconnaître que là, les élèves ont dépassé les maîtres, sûrement. Bah oui.
Alors là, tous les soirs, à 19h55, la France entière attend Mitterrand en grenouille, Giscard en vautour, Chirac en corbeau, Sarkozy en caniche, Balladur en pélican, Marchais en cochon, Lang en chèvre, Le Pen en bécassine. Enfin, c'est un succès extraordinaire. Oui, c'est vrai. Ça a été quelque chose d'extraordinaire. Et ce qui était formidable, c'est que les enfants ne voyaient pas du tout le côté politique de la chose. Eux, ils voyaient que des marionnettes marrantes. Ça fait que ça plaisait aux enfants pour le côté nounours en peluche, et ça plaisait aux adultes pour le côté politique. Donc ça touchait un public assez large, pratiquement tout le monde. Alors, fort de ce succès, avec l'appui de Coluche, que vous aviez connu chez Félix, à la Contrescarpe, là vous faites les Roucasseries sur Europe 1, qui ont très très bien marché aussi. Ah oui, ça a bien marché aussi. C'est vrai que c'est grâce à lui, et je ne l'ai jamais su, parce que Coluche, c'était ça, hein, c'était quelqu'un de discret. Il avait la générosité discrète. Moi, un jour, Europe 1 m'a appelé pour faire une émission quotidienne. Je me disais, mais c'est quand même, c'est trop beau, qu'est-ce qui se passe? Et j'ai su des années après, c'était Coluche. Coluche était déjà mort, que c'était lui qui avait fait les pieds et des mains pour que je rentre à Europe 1. Donc voilà, devenu star. Vous l'avez vécu comment, cette célébrité? J'ai vécu mal par certains côtés. Oui, quoi? Le fait de ne pas pouvoir aller manger à découvert au restaurant, ça c'est un côté de la célébrité, très franchement, dont je me passe très bien, aujourd'hui. Encore qu'aujourd'hui, les gens m'ont pas oublié, mais c'est moins la folie qu'à l'époque. Quelles ont été les réactions de votre entourage? C'est-à-dire votre père, il a réagi comment? Toujours été très critique à mon égard, mais c'était de la critique constructive. Moi j'aime bien la critique constructive. J'aime bien qu'on vienne me voir au spectacle et qu'on me dise après, j'ai pas aimé parce que. Ce que je ne supporte pas, c'est les gens qui vous tartinent, qui disent que vous êtes un con, un ringard. Je peux dire des noms, moi. Guy Carlier qui a tartiné sur moi, que j'étais un nul, un ringard, un has-been, et qui jamais n'est venu voir un spectacle que j'ai fait, et qui ne me connaît absolument pas. Alors comment on peut on peut porter des jugements quand on ne connaît pas la personne, ni ce qu'il fait. Et votre mère, elle a réagi comment? Comme une mère, elle était ravie. Son fils est une star, Vos rapports avec les médias, ça a été quoi, Jean? Moi, j'ai essayé d'être sympa avec tout le monde. Bon, c'est vrai que j'ai pas capté que c'était un métier où, quand même, on se tirait pas mal de coups de poignard dans le dos. J'ai pas capté ça. Bon, je suis tombé dans des embûches un petit peu. C'est pas grave. Bien. J'en veux pas. Question amour, ça vous a rapporté des gonzesses quand même, non? Bah oui, normalement. Mais j'ai la faiblesse de croire que c'est quand même mon charme personnel. Bien sûr. Plus que ma renommée. Non, mais ça y fait, bien sûr. Ça y fait, non? Ça y fait, bien sûr. Ça rapporte des gonzesses, mais pas l'amour, forcément. Le meilleur moment de cette époque, ça a été quoi? Ça a été la radio. Parce que la radio, ça m'a quand même permis de faire la connaissance de gens que j'idolâtrais. Moi, la première fois que j'ai reçu Beko, par exemple, dans les Roucasseries d'Europe 1, je me rappelle quand j'étais gamin, quand j'étais adolescent, on faisait la queue à Marseille pour aller le voir au théâtre du Gymnase. Après le spectacle, on restait 2 heures dans l'espoir de l'apercevoir. Et quand je l'ai reçu à Europe 1, c'était un grand moment d'émotion. Ça a été de connaître des gens formidables. Serge Gainsbourg, et même de nouer des amitiés après avec ces gens-là. C'est un beau cadeau, ça. Et le pire moment? C'est quand j'ai commencé à être fatigué, surmené, je commençais à picoler un peu pour tenir le coup, ce qui est la pire des conneries à faire, mais vraiment je faisais trop de choses, je faisais la radio, la télé, les galas, j'avais un entourage qui n'était pas très complaisant là-dessus, donc ils ont vraiment pressé le citron, et même la moelle des pépins, si vous voyez ce que je veux dire. C'est quand j'ai commencé à tomber dans des trucs un petit peu la picole pour tenir le coup, donc j'ai perdu le jugement, j'ai perdu je menais plus du tout le truc, quoi. Alors, ce qui s'est passé en 80, vous avez un deuxième fils, Vincent, qui naît autiste. Ça sera fatal pour votre couple, évidemment. C'est un petit peu aussi ce qui vous pousse, j'imagine, dans l'alcool, non? C'est-à-dire, c'est une accumulation de choses. C'est-à-dire, quand on se tourne à droite, à gauche, devant, derrière, on aperçoit que des problèmes et on n'aperçoit aucune solution. Il faut être très fort pour ne pas tomber dans l'alcool ou autre chose. Enfin, moi, Dieu merci, je ne suis pas tombé dans autre chose. Parce que l'alcool, c'est quand même, quand on veut, le truc le moins dur à quitter. Alors, vous referez un petit peu entre 97 et 2000. Et puis après, nouvelle éclipse. Donc là, vous avez des problèmes avec le fisc à ce moment-là, non? Je ne dois pas être le seul. Non, là, vous êtes ruiné, quoi, à ce moment-là, non?
Ça m'a jamais gêné, parce que comme j'ai commencé, vous avec disiez tout à l'heure, avec 50 francs en poche, je me suis retrouvé avec 40 francs après. Bon, je me suis dit, j'ai perdu que 10 francs, donc c'est pas énorme. Puis bon, j'ai toujours travaillé. C'est-à-dire, j'ai recommencé à faire les cabarets, donc pour m'en sortir. J'ai recommencé à faire des spectacles. Bon, quand on veut s'en sortir, et puis qu'on aime son métier, c'est une chance d'aimer son métier. Mais là, il y a eu des moments difficiles, là, quand même. Vous étiez un peu... Pas un peu SDF, quoi, à un moment, vous étiez un peu comme ça, vous viviez un peu à la cloche, non? SDF, non, mais bon, sans logement, oui, c'est-à-dire de dormir dans des hôtels. Puis c'était surtout moralement, parce que on s'aperçoit que, bon, quand on est connu dans ce métier, quand ça rayonne, on a beaucoup de copains, puis quand ça rayonne plus, on en a plus. Ça m'a beaucoup blessé. Mais sur le plan personnel, pas tellement pour l'argent, je m'en suis sorti. Hein, donc, mais ça, bon, de voir des copains qui m'ont royalement snobé quand je l'ai rencontré ou carrément tourné le dos, ça m'a fait mal. Alors, en 2005, on vous retrouve dans une émission de télé-réalité, La Première Compagnie. Et c'est dans cette émission que vous demandez en mariage Florence. Qui deviendra votre 4e épouse. Voilà, et qui est ma 4e épouse et la dernière. Et la dernière, hein, elle n'a pas eu une vie facile, elle aussi, hein, donc finalement... Non, elle non plus. Ouais. Et vous remonterez un petit peu ensemble? Oui, on s'est connus tous les deux, on peut dire, en bas de l'échelle, hein, elle pour des raisons différentes. Mais on était très mal. Moi, quand elle m'a connu, j'étais pas un cadeau, j'étais encore dans l'alcool, j'étais dans la dépression. J'habitais un tout petit truc dans le 16e. Volontairement, j'avais pas de téléphone. J'avais une petite fenêtre. C'était un genre de cellule. Et elle, c'était ma voisine du dessus. Et elle me voyait comme ça. Alors, elle comprenait pas. Elle disait quand même, ce type, il est connu, mais pourquoi il fait ça? Et elle s'est intéressée à moi. Mais elle aussi était pas bien, parce qu'elle sortait d'une histoire d'amour très dure. Et donc, on s'est remontés tous les deux. Aujourd'hui, vous êtes nostalgique de l'époque, du Bébé de Show, des Roucasseries, tout ça? Ah, pas du tout. Ah bon? Pas du tout. Je suis pas nostalgique. Je suis fier. Je suis fier parce que souvent, on me demande si la télé me manque. Moi, je trouve que c'est moi qui devrais manquer à la télé. Parce que franchement, toutes les émissions qu'on m'a confiées, ça a été des gros cartons. C'est vrai. C'est-à-dire, je pars avec de bons états de service, comme on dit dans l'armée. Moi, franchement, je pars la tête haute. Est-ce que vous avez de la rancune pour certaines personnes aujourd'hui? Si de la déception, c'est la rancune, admettons. Mais non, mais c'est pas de la rancune, parce que, bon, ils m'ont tourné le dos, j'ai fait pareil, et puis voilà, on passe à autre chose. Finalement, on est bien que sur scène, quoi. Dès qu'on sort, on se retrouve en coulisses, Bon. Et si c'était à refaire, qu'est-ce que vous ne referiez pas pareil, Jean? Je fumerais pas, je boirais pas. L'alcool, ça vous a beaucoup coûté? Oui, ça a été une grande connerie de ma vie, franchement. Ça a duré combien de temps? Oh, ça a bien duré une dizaine d'années, quoi. Le jour où vous allez mourir, qu'est-ce que vous voulez qu'on écrive sur votre tombe, Jean? Eh ben, par exemple, désolé de ne pas vous faire rire. J'étais très heureux de rallumer la lumière sur vous, Jean. Merci. Merci, Thierry. Et maintenant, j'accueille Robert Hue. Le nouveau secrétaire national du PC s'appelle Robert Hue, H-U-E. Il a 47 ans. Quand un secrétaire national remplace un secrétaire général au Parti communiste français, c'est du jamais vu. Émotion collective garantie, même avec une mise en scène façon congrès. Cette fois, l'ère marchait est en passe de s'achever. Et quant à celui qui arrive, après les cérémonies, il y aura la gestion, un parti affaibli, ses contestataires minoritaires et ses incertitudes sur l'avenir, même avec l'aval de Georges Marchais. Je crois que la confiance qu'il m'a accordée, que m'ont accordé les communistes, me met en situation, avec ma propre personnalité, de effectivement apporter les réponses aux besoins du Parti communiste et du pays aujourd'hui. C'est à Paris, face au Sénat, que tout le monde en a parlé à retrouver Robert Hue. La journée démarre par une revue de presse, pour le moins personnelle. Écoutez, quotidiennement, je prends l'Humanité, Libération et Le Parisien, parfois François, voilà. Et en bon parisien, direction la brasserie du coin pour parcourir les gros titres du matin. La lecture va se poursuivre à quelques colonnes près, sous les ors de la République, en plein cœur du Sénat. Le travail de Robert Hue peut commencer.
Je trouve qu'on travaille beaucoup, contrairement à l'idée reçue, vous voyez, les sénateurs, il y a un énorme travail. Première halte du sénateur, le courrier. Il y en a beaucoup. Moi, je ne vais pas tout prendre alors peut-être. Hein. Donnez-moi ce... Oui. L'autre, vous me le ferez déposer comme... D'accord, merci. Voilà. Merci beaucoup. Allez. Au revoir, bonne journée. Ici, l'activité physique principale, c'est la marche à pied. Et sur ce point, Robert Hue est servi. Son bureau se trouve à l'autre bout du Palais du Luxembourg. Enfin arrivé, Robert peut s'atteler à ses responsabilités territoriales et cela commence par quelques emails à lire. Et encore aujourd'hui, vous ne verrez pas la partie commission. Il y a un gros travail de commission et c'est des journées très importantes. Par chance, Robert n'est pas amateur du cumul. Je suis dans la démarche du non-cumul et je reste donc avec mon mandat de sénateur. La partie administrative achevée, Robert se rend maintenant sur le terrain. Voilà. Ce matin, il s'agit d'un terrain de foot. Le sénateur a rendez-vous dans sa circonscription de Montigny, 1 heure de Paris. Il doit y rencontrer les dirigeants de l'équipe de football locale. Aujourd'hui, nous allons voir sur le terrain ce qui est fait d'une aide que j'apporte en tant que sénateur pour des investissements dans des équipements locaux. Là, en l'occurrence, il s'agit d'un terrain de sport. Mais les responsabilités nationales n'ont pas écarté Robert Hue de ses administrés dont il a su rester proche. Mon entraîneur préféré. Robert a bien sûr la tête au Sénat, la tête dans ses grandes responsabilités nationales, mais il a les pieds sur terre, il a les pieds ici à Montigny, il y est né, il y a grandi. Après les kilomètres de couloir au Sénat, Robert avale la route et prend le chemin de Cergy, toujours en banlieue parisienne. Ce soir, il organise une réunion avec les membres de son tout nouveau parti, le MUP, Mouvement Unitaire Progressiste. Il n'y a pas foule, manque de popularité ou défaut de médiatisation? Le MUP, c'est un mouvement politique qui est né il y a 1 an et demi et qui part de l'idée que la crise de la politique aujourd'hui tient beaucoup au problème que représente la verticalité, les structures politiques lourdes des anciens partis. Donc la question c'est, est-ce qu'il ne faut pas mettre en place un mouvement fédérateur qui soit beaucoup plus ouvert, permettant à des gens de s'engager sans être d'accord sur tout un corps de doctrine. Banalisé depuis des années, mais qui n'est pas mise en œuvre par la gauche. Il faut qu'on porte. Moi je propose en France que l'on baisse de 8 à 10 milliards les dépenses militaires. L'auditoire est à la fois attentif et circonspect. De toute évidence, on n'a pas tous la chance d'avoir eu des parents communistes. Et maintenant, la lumière se rallume sur Robert Hue. Robert, bonsoir. Bonsoir Thierry. Robert, bienvenue sur le plateau de Tout le monde en a parlé. Merci. Alors, vous êtes né le 19 octobre 1946 à Cormeilles, en Parisie. Votre père, René, est maçon et votre mère, Raymonde, est ouvrière dans le textile. C'est ça, oui. Alors, c'est une famille qui a choisi le communisme au moment du congrès de Tours. Hein. Oui, mon grand-père était cheminot, socialiste, et au moment de la scission de Tours, il choisit l'internationale communiste, il choisit le Parti communiste. Une famille qui était dans la résistance aussi? Oui, une famille qui a baigné dans le mouvement ouvrier de 36, la résistance. Mon père était résistant. Mon père est passé devant les tribunaux allemands en septembre 40 pour activité communiste. Et donc, voilà, ma mère, elle, ouvrière du textile, donc les traditions ouvrières, une famille modeste. Alors, vous avez une jeunesse communiste dans la banlieue des années 60. Le dimanche matin, vous accompagnez votre père pour vendre l'humanité. C'est un rituel chez les communistes. Dès l'âge de 7-8 ans, j'accompagne mon père dans la tournée de vente de l'humanité dimanche. Il part avec sa bicyclette et il est en costume. Vous voyez, il se met en costume. C'est la sortie du dimanche pour mon père, c'est pas la messe, c'est d'aller vendre l'humain. C'est ça. Et donc, c'est quelque chose qui m'a toujours fasciné, ce rapport de respect aux journalistes.
journal que l'on vend, comme disait Ferrat, le matin d'un dimanche, c'est vraiment ça. Et donc je baigne là-dedans, et dès l'âge de 13-14 ans, je vais moi-même vendre l'Humanité. Tous les ans, il y a la fête de l'UMA, c'est un événement. Vous avez vu qui à la fête de l'UMA, Robert? Je me rappelle, dès l'âge de 4-5 ans, à l'époque, il y a une visite des dirigeants communistes. Je me rappelle avoir vu à cette occasion Maurice Thorez, Jacques Duclos, Benoît Frachon. Bon, pour moi, c'était à la fois normal et en même temps, avec le recul, c'est très émouvant. Alors, en février 1962, vous avez 16 ans. Vous participez à la manifestation rue Charonne contre la guerre en Algérie. 11 manifestants tués au métro Charonne par les forces de l'ordre. Nous sommes en pleine manif, il y a la police qui charge. Moi, je me souviens, je cours encore, mais j'ai pris, ça a été mon premier coup de matraque, et je suis rentré, je me souviens, je suis passé par la gare Saint-Lazare, j'allais vers Cormeilles-en-Parisis, et j'ai couru entre la gare de Cormeilles et chez moi, parce que je savais que mon père était à la manif, et j'avais entendu à la gare Saint-Lazare qu'il y avait des morts. Donc j'étais extrêmement inquiet, et lui était inquiet aussi de ne pas me voir rentrer. Alors le lendemain, vous prenez votre carte des jeunesses communistes, et un an après, vous adhérez au Parti communiste français. Voilà. Alors, 16 ans, c'est aussi l'époque où vous créez votre groupe de rock, les Rapaces, dans lequel vous sévissez sous le nom de Willie Balton. Alors, les Rapaces, effectivement, c'est vrai qu'à l'époque, il y avait les vautours de Vic Laurence, les pirates de Danny Logan, les chats sauvages de Dick Rivers. Et Rapace, c'est pas la rapacité capitaliste, c'est une rapacité colérique. Ah, c'est une révolte. Alors, vous appelez Willie Balton, alors ça, c'est un peu comme Claude Moine est devenu Eddie Mitchell, ou Hervé Fornieri est devenu Dick Rivers. En fait, vous aviez un copain dont le père était un soldat américain en France, qui s'appelait William Balton, et vous choisissez Willie Balton. Oui, il était basé à Saint-Germain, à la base américaine encore. De Gaulle ensuite a fait partir cette base, il a bien fait d'ailleurs. Mais ce copain, il était au collège avec moi, donc je trouvais que ça sonnait bien. Willie Balton. Willie Balton. Ça sonne toujours très bien. Alors, votre engagement au Parti communiste français pourrait sembler contradictoire avec votre passion du rock, surtout en pleine guerre froide, c'est-à-dire qu'à l'époque, il y a vraiment le bloc soviétique et puis les États-Unis. Mais en fait, quand on vous en parle, vous dites, et vous avez raison, le rock, en fait, c'est né du blues, c'est une musique de révolte au départ, et Presley, Cochrane, Gene Vincent n'étaient pas des yéyés. J'assimile cette démarche de libre rock'n'roll à d'autres manifestations. Par exemple, j'ai vu peut-être 30 fois La Fureur de vivre, James Dean. C'est une période où il y a une révolte. Alors, aux États-Unis, avec le recul, on voit que ça prend un caractère beaucoup plus individuel que la démarche collective qu'il y a en Europe, mais il reste que c'est une vraie révolte. Et d'ailleurs, aux États-Unis, c'est la période aussi où s'amorce le combat pour l'égalité raciale, des choses contre la ségrégation. Alors, c'est l'époque du golf Drouot, donc vous avez une banane? J'avais des cheveux à l'époque. Oui, le golf Drouot. Banane, des pattes d'éléphant, des chemises à pois et le logo Rapace sur la batterie. Alors, vous êtes aussi fan des Beatles. Vous êtes à l'Olympia quand ils y passent. Et vous avez même un échange avec Ringo Starr à un moment où Ringo se met en hauteur et regarde la foule des journalistes et des photographes et se met à les photographier lui-même. Oui, c'est ça, je vous ai très bien renseigné. Je garde un formidable souvenir de ce moment précis. Ils sont en pleine ascension. Donc il y a une foule de journalistes, plus d'étrangers d'ailleurs que de Français, j'ai l'impression, à l'époque. Et je me souviens encore avoir été là, au bord de la loge, et dont la loge était piétinée, les Beatles étaient assis, et Ringo Starr, d'un seul coup, qui n'arrêtait pas de prendre des photos, il riait aux éclats, je le vois encore, et donc c'est un moment étonnant. Il y a peu de gens qui étaient à l'Olympia quand les Beatles sont passés, je peux vous le dire. On était très peu. Alors, à 17 ans, vous arrêtez le rock, et là, vous vous laissez pousser la barbe, et vous l'avez depuis, ça fait depuis l'âge de 17 ans. Avant, c'était un peu compliqué. Là, à 17 ans, ça devient sérieux. Et puis, bon, il y a toute cette démarche un peu tournée vers les révoltes en Amérique latine. Il y a un côté comme ça, romantisme révolutionnaire. Mais pourquoi c'est pas le rock qui l'a emporté? Pourquoi c'est le communisme qui l'a emporté?
Le rock, d'abord, ça a été très éphémère pour moi. Je n'avais pas un talent fou, je ne sais pas si je l'ai eu ensuite en politique, mais en tous les cas, dans le rock, il est clair que j'avais du mal. Et puis, bon, les groupes se multipliaient, mais il n'y avait pas de la place pour tout le monde. C'est un marchand, oui. Alors, à cette époque-là, vous voulez être médecin, mais votre famille n'a pas les moyens de vous payer vos études. Et en fait, vous faites les seules études où vous pouvez travailler. Vous apprenez le métier d'infirmier. Vous serez d'ailleurs spécialisé dans la psychiatrie. Oui, tout à fait. Donc, à un moment, vous êtes occupé des fous, quoi. J'étais en neurochirurgie, puis je me suis occupé effectivement des malades mentaux. Ça doit être terrible. C'est terrible, c'est une expérience dure pour les malades mentaux, dure. Hein, ils sont bourrés de neuroleptiques. C'est déjà un progrès important, les neuroleptiques, mais bon, voilà. Alors, en fait, vous devenez militant politique. En 1987, vous entrez au comité central. En 90, au bureau politique. Et en 94, Georges Marchais vous propose de lui succéder. Et votre première réaction, c'est de vous dire, est-ce bien raisonnable, quoi? C'est ça, oui. J'imaginais absolument pas pouvoir succéder à Georges Marchais. D'abord, je suis un tout jeune membre du bureau politique. C'est rare qu'on passe du bureau politique à secrétaire du parti. J'ai une grosse expérience d'élu, quoi. C'est ça qui fait aussi mon autorité. J'ai été élu maire jeune. Et donc, voilà, Georges Marchais me propose, je tombe de l'armoire. Vous savez, il y en a qui se préparent à des carrières politiques, qui font les NA, ils font tout. Moi, non. La pire des choses, c'eût été que j'imagine que ça m'allait comme un gant. Non, j'avais la trouille. Je me dis, succéder à Marchais. J'étais en gros le 4e dirigeant du parti dans le siècle. Ça fait drôle. Alors à l'époque, vous êtes encore inconnu. La seule chose pour laquelle on vous connaît, c'est une sombre histoire. C'est cette fameuse manifestation à Parisis-les-Cormeilles contre une famille marocaine soupçonnée de trafic de drogue. En fait, vous êtes allé manifester contre la drogue, mais ça a été interprété comme une manifestation contre l'immigration. Et vous dites, j'ai beau m'expliquer, je m'en prends toujours plein la gueule. Oui, c'est vrai. C'était la présidentielle de 81. On était en janvier 81 et là, il y avait un phénomène de drogue massif déjà. Et personnellement, je souhaitais qu'il y avait eu des morts dans ma commune. J'étais maire. Il y a eu des morts et à un moment donné, une cité était complètement pourrie par ça. Et je dis, il faut faire quelque chose. Je prends mes responsabilités. Au tout début, j'ai un accueil dans les médias formidable. Et puis après, politiquement, c'était peut-être trop bon. Et boum, c'est la politique. En 1995, vous faites 8,65% à la présidentielle, avec le soutien de Roger Hanin. C'était très remarqué à l'époque. Et en 2002, c'est la fameuse campagne de Frédéric Becbédé pour les présidentielles, avec Robert Hue, aidons la gauche à rester de gauche, qui est un super slogan en plus. Qui reste d'actualité. Excellent. Alors là, vous êtes quand même un petit peu branché, quoi, parce que d'abord, il y a des initiatives people, c'est-à-dire que vous avez loué le siège du Parti communiste français, place du colonel Fabien, à Prada pour un défilé. Vous vous opposez aux orthodoxes du parti. Il y a une tentative de glasnost un peu à la française. On pourrait dire que vous êtes un peu le Gorbatchev français. Donc là, vous avez une image, là, tout le monde vous aime bien, et vous devenez un petit peu une vedette à ce moment-là. Oui, je ne cherchais pas le côté people, mais il y a une réalité. Il y a une réalité. Bon, Prada, par exemple, ça nous a payé l'ensemble des moquettes du comité central. Mais bon, voilà. Cette célébrité est quand même venue assez rapidement, non? En 94, quand je suis élu secrétaire du Parti communiste, il n'y a pas une photo de moi dans les agences. Personne ne m'attendait, comme on dit, moi non plus. Mais donc, il faut que je trouve le moyen de prendre ma place comme dirigeant communiste, surtout pour succéder à Marchais, qui avait une très forte personnalité, y compris médiatique. Donc, la présidentielle est un moment formidable. Quelles ont été les réactions de votre entourage au moment de cette célébrité? Votre père, par exemple, il a réagi comment? Mon père, quand je deviens secrétaire du parti, est très fier, parce que bon, c'est toute sa vie. Hein, il est déjà âgé, je suis le dernier d'une famille, donc il est très heureux. D'ailleurs, je ne savais pas que j'allais être élu secrétaire du parti, la veille encore, Georges Marchais me l'avait dit, mais j'y croyais pas. Et donc, le matin où je suis élu secrétaire du parti, à Saint-Ouen, à l'île des Vannes, eh bien, je dis à deux de mes amis, écoutez, allez chercher mon père.
Ouais. Et là, mon père vient dans les tribunes, il s'attend à tout sauf à me voir introniser secrétaire du parti. Donc il réagit bien, évidemment. Votre mère aussi, j'imagine. Ma mère aussi, beaucoup plus craintive. Hein, et ma femme, alors là, très craintive. On dit, mais oh là là, elle qui est quelqu'un qui ne veut pas apparaître et qui ne veut pas paraître, je peux vous dire que là, elle est très inquiète. Elle me dit, tu crois que c'est bien tout ça? Enfin, et vos copains ravis, j'imagine? Oui, les copains ravis. Puis j'ai plein de copains d'un seul coup. Ouais. Alors bien sûr. Quelles ont été vos relations avec les médias à cette époque? Au tout début, quand j'ai été élu secrétaire national, le premier jour, il y a la première conférence de presse, il y a 100 journalistes, c'est énorme. Il y a un changement par première fois au Parti communiste depuis longtemps. Là, on tente, à travers un lapsus que je fais, etc., à dire c'est quelqu'un que Marchais a mis en place, sur lequel il va avoir une tutelle absolue. Bon. Ensuite, quand je fais la campagne présidentielle avec mes amis de 95, là, j'apporte une image nouvelle, je me bats contre l'argent roi, enfin, je fais des choses très fortes et je gagne en autorité. Et les journalistes, ça leur plaît, il faut reconnaître. Les journalistes, vous aimez beaucoup, hein. Oui, et puis moi aussi, il faut le dire. Alors, est-ce que cette notoriété vous a permis de faire des rencontres amoureuses? Est-ce que vous... Je ne sais pas comment les autres s'organisent, mais le temps va vite. Il y a une sorte de dictature de l'urgence, comme diraient certains. Ça laisse pas beaucoup de temps pour la gaudriole? Non, peut-être que d'autres s'y retrouvent. Moi, en tous les cas, là, moi, ce n'est pas l'essentiel de ma démarche. Alors, quel est le meilleur moment de cette époque, Robert? De toute cette époque? Oh, écoutez, c'est lorsque je reçois une invitation personnelle de Nelson Mandela. En mai 94, j'étais élu depuis quelques mois seulement, il m'invite à participer personnellement à son investiture à Pretoria. Et là... Et je me rends à Pretoria avec Madame Mitterrand. Et ça, c'est un moment, vous voyez, c'est ce président qui a fait ses années de prison, c'est ce symbole de la lutte contre l'apartheid. Je suis là, quoi. Là, c'est pas un événement français, quoi. C'est quelque chose. Il y a tous les dirigeants internationaux. C'est un grand moment d'émotion. Et le pire moment de cette époque? C'est mon échec à la présidentielle, ce que j'attribue comme un échec. Au présidentiel, vous faites 3,37%. Vous perdez ensuite votre fief aux législatives. Et vous cédez la place à Marie-Georges Buffet, qui, elle, fera 1,9% en 2007. Oui. Mais justement, une partie de ceux qui m'ont fortement critiqué au plan stratégique, moi j'étais pour un parti d'ouverture, de déstalinisation. À votre époque, le parti était beaucoup moins monolithique qu'avant, et qu'il est devenu un petit peu après d'ailleurs. En tous les cas, cette rupture avec la stratégie que j'avais conduite, pendant toute une période, ils disent à l'intérieur, la direction, c'est ce qui me fait m'écarter de la direction. Ils disent, il faut radicaliser, il faut être davantage dans le volontarisme des slogans. Et le résultat est là, 1,9%, c'est pas une bonne stratégie, c'est clair. Aujourd'hui, vous êtes nostalgique de cette époque, 1995-2002? Je regrette un certain nombre de moments, mais je ne suis pas nostalgique. La vie n'est pas faite de nostalgie, elle ne doit pas être faite de nostalgie. Vous êtes rancunier, vous en voulez aux gens du Parti communiste, donc vous avez fini par vous éloigner? Non, je m'en veux à moi-même. Je m'en veux à moi-même de ne pas avoir réussi la mutation du Parti communiste et que ces gens-là n'aient pas compris qu'il fallait ouvrir, changer. J'ai eu la grande faiblesse de penser qu'il était encore temps de réformer le Parti communiste. C'est pour ça que certains m'ont assimilé à la période Gorbatchev. Alors, si c'était à refaire finalement, qu'est-ce que vous ne referiez pas pareil, Robert? Probablement, je serais un peu moins volontariste dans la façon de transformer le Parti communiste. Alors, le jour où vous allez mourir, qu'est-ce que vous voulez qu'on marque sur votre tombe? Biba Peloula? Non, une autre chanson. Laquelle? L'Internationale. Il n'est pas de sauveur suprême, la preuve. C'est bon, très bien. Merci Robert, j'étais très heureux de rallumer la lumière sur vous. Merci beaucoup. Amis du parking, bonsoir. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.